Dans le podcast cette semaine, on discute avec Sébastien Cellerin de son parcours dans le monde ludique entre jeux de rôle et jeux de société. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara. On se retrouve pour une nouvelle émission qui sera une interview et je suis en compagnie de Sébastien Cellerin. Salut Sébastien. Salut Paul Gara, bonjour à toutes et à tous. Comment tu vas ? Super. En plein déménagement ? Ouais, je suis en plein déménagement perso et pro, donc c'est des calax remplis de jeux de société, des Billy remplis de jeux de rôle, Et des cartons qui s'accumulent. Et des cartons qui s'accumulent, même si je vous donne mon tips pour les jeux de société, moi je les mets pas dans des cartons, je les empile par format et je les filme. Et en me disant que c'est déjà des boîtes en carton et donc ça me fait gagner pas mal de temps. Ouais. Ce qui est vrai, c'est qu'on disait qu'on n'a pas les hobbies les plus faciles en déménagement parce non, c'est sûr. Ouais. Que c'est alors tout ce qui est livre, c'est très très lourd. Ouais, c'est lourd. Et jeux de société, c'est encombrant. C'est ça. C'est pas forcément lourd, mais c'est encombrant quoi. Ouais. Quand tu dois les mettre, j'ai une anecdote sur mes bouquins de jeux de rôle, ce que j'ai fait, comme j'en ai pas mal et puis que c'est double déménagement, j'ai fait des palettes et au moment de monter la première palette sur un haillon de camion, le mec me dit ça fait plus de 300 kilos votre palette là. Je fais comment vous le savez ? Le haillon bouge pas. Ah. Donc après j'ai fait le produit en croix, j'ai découvert que j'avais à peu près un peu plus d'une tonne de livres de jeux de rôle à déménager. Ok, ouais. Voilà, bon. Pour vous donner l'idée. 30 ans de vie de professionnel, voilà. Oui, on va beaucoup parler de jeux de rôle, mais aussi de jeux de société, parce que tu as la double casquette. Le jeu de rôle, c'est un jeu de société. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, parce que souvent, quand on dit jeu de société, on a tendance à réduire ça au fameux jeu de plateau, mais c'est toute l'ambiguïté du terme en français, jeu de société, qui recouvre beaucoup plus de jeux potentiels, puisque ça va être aussi les jeux de cartes, ça peut même être les grandeurs nature, et donc le jeu de rôle est une forme de jeu de société, quoi. Les murder party. Les murder party, tout à fait. Avant de commencer un peu plus sur l'actualité, ce que tu fais, tes activités, on va revenir un peu sur ton parcours de joueur. Comment tu as entré dans ce hobby du jeu de société au sens large. Moi, j'ai plutôt compris que c'était vraiment le jeu de rôle qui était ta porte d'entrée assez tôt. Ouais, c'est le cas. Moi, quand j'ai 10 ans, en fait, dans une activité estivale, je vais avoir l'occasion de faire une petite semaine de jeux de rôle avec des gens qui étaient bien plus âgés que moi. Et pour tout dire, j'ai mal joué ma première partie. Enfin, c'est le sentiment que j'ai eu, vu que j'ai perdu mon personnage à la fin de la partie. Et les joueurs, en regardant ma fiche, m'ont dit « Mais t'avais des sorts de soins, pourquoi tu les as pas utilisés ?» Parce que j'ai pas pensé. Je suis rentré chez moi très triste en me disant « Là, la semaine, ça va être long, parce qu'ils vont se dire que je suis vraiment une brêle. » Et le lendemain, j'ai été accueilli chaleureusement, ils m'ont rendu mon perso, et ils ont fait comme si de rien n'était, et j'ai passé une super journée. Et quand je suis rentré chez moi le deuxième jour, je me suis dit, mais c'est quoi ce loisir de ouf où il y a autant d'écoute, de bienveillance, d'entraide, de compréhension Enfin voilà, je me suis pas senti jugé, je me suis senti accompagné par des gens qui étaient beaucoup plus âgés, et de ce jour-là, et je crois qu'il n'y a pas... Il n'y a pas une semaine qui est passée sans que j'ai... fait du jeu de rôle. Ouais. C'était pas Donjons Dragons, c'était quel jeu? Non, j'ai joué à l'œil noir. Ouais, c'est l'œil noir, ouais. Et de fait, après, c'était quoi, dans les années 80 à peu près? J'ai 10 ans, donc c'est en 85. 85. Donc là, tu t'es investi dans le jeu de rôle, ça devient ton hobby principal Ouais, ça a été ça a été, et ça reste mon hobby principal. Mes parents disaient souvent, si ils inventent le bac de jeu de rôle, tu l'auras. Voilà, donc non, ça a plutôt été les mathématiques, mais après, le hasard a fait que très vite, en fait... Parce qu'en fait, avec ce hobby, tu as rencontré plein de gens aussi qui étaient dans le même hobby, mais d'une façon, entre guillemets, peut-être professionnelle ou semi-professionnelle. Ouais, déjà, ce qui m'a frappé, c'est que tout au long de ma scolarité, c'est un hobby qui fait que je côtoie des gens qui n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt que moi, qui ne sont pas dans les mêmes classes, qui n'ont pas le même âge... après, même tu vois, au lycée, c'est le seul endroit où les scientifiques côtoient des littéraires. C'est un truc tout bête, mais moi, quand j'étais lycéen, le hasard a fait que j'ai rencontré le commercial de Multisim qui venait d'être créé. C'est une anecdote assez rigolote parce que ce jour-là, je suis sur Paris et je fais le tour des magasins de jeux. Ouais. Et dans les 3 magasins que je suis amené à visiter, donc à 3 reprises, je vais lui rentrer littéralement dedans. Ok, voilà. C'était le destin en fait. Exactement. Non, mais c'est fou, hein, c'est que premier magasin, je rentre, je le percute parce que je discute avec quelqu'un qui est derrière moi, je fais pas attention, boum. Deuxième magasin, je pousse la porte, bing, je tombe sur lui qui me dit ah décidément. Et troisième magasin, c'est l'inverse.
D'accord. C'est lui qui me rentre dedans. Voilà. Donc là, on se regarde et puis. Il y avait un truc. J'ai acheté des films, je l'ai lu dans la nuit. Je me souviens que je les ai appelés le lendemain, sans réaliser que c'était le dimanche et que ça serait fermé. Ils m'ont rappelé, ils me disaient mais pourquoi vous nous appelez? Je dis mais c'est super, il y a un salon bientôt, je peux venir. Bah oui, c'est ouvert au public. Non, mais je veux venir animer ce jeu. Et ils m'ont laissé faire. Donc Multisim, c'est début des années 2000 la création? 92, 93. Ah oui, d'accord, ok. Donc, donc là, c'était vrai. Et parce qu'après, ils ont aussi édité, c'est principalement du jeu de rôle, mais ensuite, ils ont fait aussi du jeu de société parce que c'est eux les premiers éditeurs de Citadel. Exactement. En fait, donc au départ, c'est une maison d'édition de jeux de rôle, mais qui va se diversifier, vu que Multisim va créer Mnemos, les maisons d'édition littéraires. Oui. Ils vont publier Credo, ils vont publier Citadel. On va faire des guides stratégiques à destination du jeu vidéo. On a fait Diablo 2, on a fait Tenchu. On a fait de la prestation, de création, aujourd'hui on dirait de world building, de narrative design à destination du jeu vidéo. On a travaillé pour Callisto Entertainment, par leur intermédiaire pour Konami. On a collaboré avec David Cage sur ses premiers jeux, alors qu'il n'y a pas encore Counting Dream. Voilà, donc on faisait des choses assez différentes. Et donc finalement, ça part d'un jeu de rôle, parce que c'est Néphilim au départ. Ouais, c'est vraiment, au départ, ce Multisim, c'est Néphilim. Ouais. Et finalement, toi qui va te plaire, qui va faire que tu vas animer, comme tu le disais pour eux. Et progressivement, l'activité se développe. Et toi, tu l'abordes comment? Professionnellement au début, c'est vraiment tes fan qui a envie de s'investir? Ouais, moi je suis un fan qui a envie de s'investir. Je rencontre des gens sympas dans cette activité-là. On crée une association qui s'appelle la Guilde de l'Imaginaire et avec des amis. Puis à cette époque-là, on décide d'aller faire de la prestation de services, d'animation de parties sur les salons. À l'époque, il y a des très gros salons qui sont jumelés avec le modélisme. Et puis, on va aussi s'approcher d'une structure qui s'appelle RM Communication, qui est jumelée à Tilsit. Ouais. Et donc, on va faire de la démo de jeux de rôle, de jeux de société, de jeux de cartes à collectionner. Et puis, moi, en 96, 97, peut-être un peu plus tard, j'ai proposé des scénarios à Multisim pour leur jeu de rôle. Ils vont pas me répondre. Je vais insister. Ils vont finir par m'expliquer qu'il y a quand même des grosses lacunes rédactionnelles, donc ça va pas être possible. Je vais persévérer. Et puis, petit à petit, les liens vont se renforcer. Je vais publier 1 ou 2 petits scénarios. Et puis, je vais leur dire, mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas un jeu de rôle sur Agon, le bouquin qui a été publié par Mnemos. Et ils vont me dire, écoute, on se pose la même question, mais on sait pas par quel bout le prendre. Et le jour où on va avoir cette conversation dans leurs locaux, on va finir très très tard dans la nuit. Et je crois qu'il est presque 4 heures du matin quand on sort de là. Et ils me disent, OK, on va le faire. OK. Je dis, on va faire quoi? Elle me dit, dans cette conversation, on pense que tu sais ce qu'il faut faire, donc on va le faire. Et plusieurs jours plus tard, et je reçois un document et un contrat, et on me dit que je vais faire le Agon avec Mathieu Gabory, et puis tous les gens que j'aurais envie d'emmener dans l'aventure, que je connais par le milieu associatif, en fait. Donc on va faire ça. On te laisse un peu carte blanche? Ah oui. Oui. Ouais. C'est même... C'est grisant. Ça fout carrément les jetons. Mais parce que je suis un fanboy. Ouais. Vraiment. Mais dans le bon sens du terme. Enfin, parce que parfois on utilise l'expression pour... Mais là, c'est plutôt dans le bon sens. Parfois, c'est utilisé un peu comme de façon péjorative, comme si ça veut dire qu'on n'avait pas d'esprit critique, mais parfois, ça veut dire aussi qu'on a l'enthousiasme de faire bien parce que l'œuvre a de l'importance pour nous, en fait. C'est ça. Moi, j'avais pas forcément d'esprit critique. Je pense que ce qui leur a plu, c'est que, en fait, j'avais vraiment une idée de comment on pouvait le faire en termes de jeu. Ouais. Et j'avais appris à leur contact, au fil des salons, que la question qui se posait tout le temps, c'était qu'est-ce qu'on joue et pourquoi dans un jeu de rôle, pour cerner les enjeux. Et c'est vrai que dans cette conversation, moi, très vite, j'avais la réponse. Et eux, ils tournaient un peu autour. Ils savaient que l'univers plaisait. On se souvient pas, mais à l'époque, il y a des papiers dans le monde sur ce bouquin. Ça va être un énorme succès, puis je crois que ça l'est toujours. Hein. Et moi, j'avais une vision de qu'est-ce qu'on allait jouer en termes de jeu de rôle. Donc, dans cette conversation, on a posé les bases, on a architecturé. Et puis après, j'aurais dit, je pense qu'il y a 1 ou 2 personnes que je connais où ça peut le faire. Et t'étais plus dans le... Quand tu dis que tu vas créer un jeu de rôle, t'es plus dans la vision univers, scénario, enjeu narratif, ou t'as déjà une idée pour le système
Enfin, tu vois, parce que souvent, il y a des joueurs de jeux de rôle ou des joueuses de jeux de rôle qui sont très système, en fait, qui vont vraiment... Et il y a aussi tout un courant de pensée qui dit que le système, il doit sous-tendre, en fait. Enfin, qu'on ne choisit pas un système... Alors, à cette époque-là, on se dit pas tellement ça encore. Non, mais c'est vrai que c'est des réflexions, effectivement, qui sont venues peut-être plus tardivement, mais il y a tout ce courant de pensée qui dit qu'en vrai, on choisit jamais un système par hasard. Le système, il a un sens par rapport à ce que tu veux raconter. Non, je pense qu'à ce moment-là, moi, l'approche que j'ai eue, c'est bizarre parce que par ailleurs, ça m'a pas tellement défini dans mon parcours, mais c'est vrai que je pense que pour une fois, j'ai eu une vision très marketing. C'est-à-dire que je leur ai dit, c'est un roman qui s'appuie sur un anti-héros, donc il faut prendre les codes de comment le jeu de rôle a traité ces sujets-là. Donc, voilà, il faut que ça s'appelle Agon parce qu'il y a un Hawkmoon et puis il faut aller chercher, faut pas chercher forcément à inventer un système dédié parce qu'on est une petite boîte française et qu'on n'aura pas la force de travail en fait qu'ont les Anglo-Saxons. Donc on va aller prendre le système Fusion parce qu'il marche, qu'il fonctionne, qu'il est populaire, qu'il est à mon avis sous-exploité, qu'on commence un peu à être saoulé du dessin à l'époque. Mais par contre, je leur dis effectivement, et c'était une démarche qui était très ancrée chez Multisim, c'est qu'effectivement, même si on reprend des systèmes qui sont existants, on va se poser la question de ce qui est signifiant pour le propos. Donc on va intégrer des choses, donc on va prendre un moteur en fait, comme on ferait dans le jeu vidéo, mais c'est aussi parce que déjà à cette époque-là, on est lié au jeu vidéo. On va prendre un moteur qui est existant et qui est éprouvé pour gagner du temps, et on va se dire qu'est-ce qu'on a besoin d'ajouter, de customiser, de hacker pour qu'on se sente dans cet univers, en fait. Et donc, on va plutôt, comme on est junior au jeu vidéo, on va travailler comme dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on va faire une feature list. On va se dire, c'est quoi les fonctionnalités dont on a besoin pour que les gens se disent, OK, c'est le système Fusion, j'ai déjà joué avec, par exemple, à Cyberpunk, mais il faut pas que ça ressemble à Cyberpunk, quoi. Donc, il faut que c'est son identité propre. Exactement. Donc, on va travailler là-dessus. Et on va inventer 2-3 petites choses... Qui vont faire que ça marche, quoi. Et donc là, c'est vraiment... à ce moment-là, t'as un autre travail à côté ou comment ça se passe En fait, c'est un moment un peu charnière. C'est-à-dire que moi, je viens de terminer mes études et j'ai été... T'avais fait des études de quoi En mathématiques et physique. D'accord. Et pas du tout par intérêt, mais par facilité, parce que c'est là-dedans où j'avais des bonnes notes, donc je continuais et je m'ennuyais fortement. Et donc, ça se termine, je me dis que je vais aller enseigner les maths. Et puis à cette époque-là, il y a encore le service militaire. Donc, je suis... appelé, et puis je suis réformé, et mes parents me disaient souvent si y a un bac de jeu de rôle tu l'auras, et je leur ai dit écoutez voilà, il n'y en avait pas, mais comme le hasard vient de me rendre 10 mois de ma vie, pendant 10 mois je veux faire ce que je veux pas avoir de compte à rendre, je veux tester une aventure, quelle aventure d'essayer de faire du jeu de rôle, et si ça marche pas dans 10 mois, j'arrête et je retourne à des aspirations plus rationnelles. Ma mère va me laisser faire. Et au bout de 10 mois, je vais, alors qu'on a fini à Gone, que je fais des suppléments, j'ai réalisé que je suis avec des gens qui ont un savoir-faire, des compétences que je n'ai pas. J'ai passé une super année, et donc je vais rendre ce que j'appelle ma dernière disquette, parce qu'à l'époque on avait porté les disquettes chez l'éditeur. Disquette, voilà. Qui est assez... non, mais c'est notre époque. Hein. Ouais. Et je rends ma dernière disquette, et je dis voilà, c'est ma dernière disquette. Oui, d'accord. Et je dis non, t'as pas compris, en fait, c'est la dernière disquette parce que j'arrête. C'est l'accord que j'ai avec mes parents, donc j'arrête. Et là, à l'époque, c'est Stéphane Marsan qui assume la direction éditoriale de Multisim et Nemos. Et il va me dire, faut qu'on prenne 5 minutes pour qu'on parle. Il me dit pourquoi, donc je lui explique. Puis je lui dis, tu vois, que ce soit à l'époque, il faut imaginer, je travaille avec Mathieu Gabory, Fabrice Collin. Je suis avec des gens qui sont, qui ont des capacités, des compétences, un talent fou que moi j'ai pas en fait. Donc je me suis bien amusé, ils m'ont pris avec eux, c'était sympa. C'était la parenthèse un peu enchantée. Exactement. De. Et puis j'ai trouvé que c'était mieux que le service militaire. Exactement. Puis j'ai trouvé hyper bienveillant par rapport à ce qui est moi mon parcours et donc qui est pas le leur et qui des lacunes qui sont pas les leurs. Et Stéphane me dit ok, tout ça je suis d'accord, mais c'est vrai que pendant 10 mois l'équipe créative elle a marché comme jamais. Donc moi je m'en vais pour des raisons diverses. Je vais laisser Nemos derrière moi. Je pars dans une autre aventure avec Barbara Liano et Alain Névan, et puis une autre Henri Lavenbrock, et puis une autre personne dont j'oublie le nom, hélas, j'espère qu'il me pardonnera. Et on va faire autre chose. Et donc, dans le cadre de mon départ, j'ai demandé à pouvoir choisir la personne qui me remplacerait. Et c'était toi. Et donc là, je dis, ça me paraît complètement hallucinant. Ouais.
Je vais revoir Frédéric Vell, qui est le fondateur et l'auteur fondateur de Multisim, l'auteur de Néphilim. Et il va me dire, bah écoute, voilà, on est à un moment où c'est un peu délicat, parce que le départ de Stéphane, forcément, c'est un coup. On te prend un mi-temps comme éditeur. Et puis, même pas 3 mois après, je passe à temps plein. Je deviens l'éditeur de création française de Multisim au début des années 2000. Tout début 2000, je crois. Tristan Lhomme est embauché pour s'occuper de l'aspect export, parce que on va faire Agon aux États-Unis. Et puis pendant ce temps-là, c'est le moment où la société se structure, c'est-à-dire que le guide stratégique devient un département à part entière, le jeu vidéo devient un département à part entière, Mnemos devient un département à part entière, jeu de rôle francophone, jeu de rôle étranger, et on est une équipe d'une 20aine de personnes, et puis chacun dans son bureau, et puis voilà. Je vais faire ça. Ça se professionnalise, en fait, ça structure de façon. Beaucoup. Ouais, ça se structure parce que les acteurs du jeu vidéo, eux aussi, sont en train de se structurer. Ouais. C'est la bulle Internet. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on parle de convergence. On pense que les plateformes de streaming vont arriver tout de suite. On pense que le digital va devenir rapide tout de suite. Il y a les premières expérimentations de chaînes dédiées au jeu. Michael Crotoriou a une émission avec une web TV, où il fait des interviews. On commence à faire des parties en live. À cette époque-là, on enregistre des parties filmées pour faire des bonus DVD sur des œuvres de culture de l'imaginaire. Et c'est un peu un moment où on se dit que tout est possible. Tout est effectivement possible parce qu'il y a une financiarisation de ce développement. Il y a vraiment ce qu'on appelle une bulle économique. Il y a énormément d'argent qui est injecté dans le jeu vidéo, dans le digital, dans des pionniers. Et en fait, il y a des investisseurs qui pensent que on est les inventeurs des métiers de demain, des médias de demain. Et puis, ça va pas se développer en termes technologiques comme tout le monde l'espère. Les gens notamment c'est Jean-Marie Messier à l'époque, qui est extrêmement dynamique là-dessus avec le groupe Vivendi Universal. Il va perdre la confiance des actionnaires et ça va avoir un effet domino et tous les investisseurs vont se retirer. Oui, c'est-à-dire qu'après une période un peu euphorique, tout retombe et là c'est plutôt une forme de recul et effectivement Multisim va à un moment être amené à disparaître en fait. Ouais, mais parce qu'en fait Multisim a s'est investi dans de nombreuses directions et il y a des partenaires extrêmement importants, puissants, de l'industrie, qui sont encore aujourd'hui des leaders, notamment de consoles de jeux, qui ne vont pas honorer leurs engagements vis-à-vis de Multisim, qui vont laisser une ardoise assez importante. On va se battre à côté des associés qui sont dans la boîte pour redresser cette société, pendant un redressement judiciaire, pendant 6 mois, peut-être même 1 an, je me souviens plus bien. Ce que je sais, c'est qu'à la fin, quand la société elle est restructurée, remise sur les rails, qu'elle peut redémarrer, il va se passer un truc complètement fou. Le fondateur dirigeant nous réunit, associés et salariés, en disant on a traversé collectivement une épreuve. Je pense que tout le monde a donné bien plus que ce qu'il pensait devoir faire. Et je crois qu'on est un peu tous fatigués. Donc c'est là, aujourd'hui, on a le feu vert. On peut redémarrer. Ne croyez pas que ce qui nous attend, c'est ce qu'on a connu avant. On n'est pas sorti des difficultés. Donc, il faut qu'on en ait tous envie. Tout le monde se regarde et il va dire, c'est simple, c'est un collaborateur, une voix, que vous ayez des parts ou pas. Et là, il va y avoir, je sais plus dans quelle proportion, mais ce qui va sortir de là, c'est on arrête. Parce que les gens sont fatigués. Ouais. On donnait beaucoup, usé. Que ça a aussi dégradé des relations personnelles, parce que ça a été très difficile. Cette époque-là, moi le premier, j'ai beaucoup de ressentiments, mais par inexpérience en fait, tu vois. Mais aussi parce qu'on n'est jamais armé pour. Et puis qu'on est passionné et qu'on en a fait trop et qu'on en veut à quelqu'un, alors qu'en fait c'est nous qui avons dû mettre le pied sur le frein, tu vois, de pas d'aller trop loin dans cet investissement-là personnel. Voilà. Après ça, tu vas faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités différentes. Tu as déjà cette idée de rester d'abord dans ce secteur ? Pas du tout. Pas du tout, non. Non, moi je suis dans une optique où je me dis, voilà. Tant pis, je retourne à une autre vie. Je me dis, j'ai laissé ma licence de maths en plan, je vais la reprendre, je vais la passer, je vais retourner enseigner parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et le lendemain de la fin de mon contrat de Multisim, mon téléphone sonne. Bonjour, c'est Jean Bay, vous savez qui je suis ? Pas du tout. Je suis le fondateur et le dirigeant de Racam. Ouais. Ok, je sais même pas ce que c'est. Hein. Et il me dit, je voudrais vous voir. Ok, c'est possible demain ? Ouais, donc j'y vais. Je suis dans son bureau, il va me parler pendant 2-3 heures de ce qu'il fait, des jeux de figurines, des jeux d'armée, etc. Mais je sais pas du tout où ils vont venir.
Et il voit que je suis un peu perdu, quoi. Donc, il me dit, bon, ça vous dirait de prendre la tête de ce qu'on appelait à l'époque des cellules aventure, mais ce qu'aujourd'hui est un peu le cœur du game design. Je lui dis, mais ça fait 2 heures qu'on se parle, je vous explique en long, en large et en travers, que je n'ai pas joué aux figurines, que j'y connais rien, et je comprends pas, en fait, ce que je fais là. Et il me dit, moi, je suis à un moment charnière, en fait, où tous les gens en interne, ils savent extrêmement ce qu'ils font, mais en fait, le problème, c'est que ils sont un peu en vase clos, et moi, je suis à un moment donné, il va falloir que je m'ouvre à l'extérieur, et il me faut des gens pour faire le lien entre nos métiers de passionnés et notre savoir-faire, et d'autres acteurs, d'autres environnements, pour parler simplement de ce qu'on fait et arriver à décrypter. Et du coup, au vu des gens que j'interroge depuis quelques temps, je pense que vous êtes la bonne personne. Ok. Je vais dire oui, parce que je me dis pas tout. Pourquoi pas? Adieu, tu pourras. Et puis je vais faire ça. Ouais, donc ça, c'est en 2003 à peu près? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Il va y avoir aussi les 12 singes. C'est en... Alors en fait, à cette époque-là, moi, j'ai quand même toujours des activités d'écriture. Donc pour les 12 singes, ouais, je vais publier des choses chez eux. Ils vont me confier même des fois des petites collections, des projets en plusieurs tomes. Mais l'aventure Rackham, ça m'occupe énormément. C'est-à-dire qu'au départ, j'y viens pour faire un jeu de rôle sur confrontation, finalement pour faire un trimestriel sur leurs produits. Et puis en fait, je me retrouve à la tête d'une petite équipe de game designers, de narrative designers. Je fais l'interface. C'est marrant parce qu'avec le commercial d'ailleurs de Multisim que j'avais rencontré quelques années auparavant, qui lui aussi a été embauché, qui est un peu le patron du studio. Et à ses côtés, on articule sculpteur, peintre, y compris l'activité de fonderie, parce qu'on a la production à demeure. Je pense que d'ailleurs ça a été l'erreur entrepreneuriale de Rackham, c'est d'avoir une concentration de tous les métiers, en fait, plutôt que de faire des sous-traitants. Donc ouais, ça occupe pas mal. Mais je rencontre les 12 singes, on se côtoie un peu, et puis j'imagine pas qu'à un moment donné, ça sera quelque chose d'important dans ma vie, mais à cette époque-là, c'est Rackham à fond. Hein. Faut réaliser, hein, c'est une entreprise de 89 collaborateurs. Ouais, c'est quand même une bonne taille pour dans le secteur ludique. Hein. Et on a tous les métiers à l'intérieur. Ouais. Donc ça veut dire que de la personne qui griffonne un concept jusqu'au manutentionnaire qui met des pièces en plomb dans des blisters et qui les scotche, quoi. Donc c'est une entreprise qui fait les 3-8, c'est une entreprise qui a une dimension industrieuse, artisanale. Donc ça laisse pas tellement de temps pour autre chose. Dans tes expériences, tu vas être aussi rédacteur pour Jeux de rôle magazine en 2014, ce que j'ai revu. Oui. Donc là, c'est quoi? C'est un aspect un peu plus critique sur le hobby par rapport à la création? En fait, moi, quand j'étais enfant et que je me disais je ferais du jeu de rôle, je me disais je vais écrire un jeu de rôle, j'ai publié un jeu de rôle, et puis un jour, je serai rédacteur en chef de Casus Belli. Ouais. Ce qui n'arrivera pas. Mais il se trouve que quand j'étais chez Multisim, le fondateur de Titan, qui a donc initié le département des sombres projets et qui a repris JDR Mag, avait organisé une convention à Dauphine où on passé un super moment de jeu de rôle. Et quand il crée Titan, il me téléphone et il me dit je veux faire du jeu de rôle. Pour moi, ça va être une activité très annexe, donc il faut quelqu'un un peu pour s'en occuper et créer l'équipe. Donc je vais faire ça pour lui. Et il achète JDR Mag et il me parle de son projet, de son ambition. Je lui présente Isabelle Perrier, ils vont très bien s'entendre. Et il va confier la direction à Isabelle Perrier. Et moi, je suis son adjoint parce que Isabelle aussi a une vie très très remplie. Et moi, je suis déjà à mon compte. Donc, j'ai du temps, en fait. J'ai du temps, le temps qu'elle n'a pas. Donc, sous sa directive, je vais articuler les choses. Et puis, pour ceux qui ont suivi l'époque du jeu de rôle de cette époque-là, il y a plusieurs personnes qui sont cœurs de Titam qui vont décéder en moins d'une année, à peine 40 ans passés. Donc Isabelle va décéder, et donc Jean-Luc va me demander, comme j'étais son adjoint, de reprendre le flambeau. Donc je vais diriger JDR Mag pendant 10 ans, suite à cette tragédie. Et puis, les joueurs, les consommateurs que nous sommes détournés peu à peu de la presse papier pour privilégier les podcasts, les chaînes YouTube. Et la crise Covid va accélérer le déclin. C'est un magazine qui tire à 3000 exemplaires. On en vend entre 1700 et 2300 en kiosque. Mais quand la crise Covid survient, le cours du papier va s'envoler. Ouais. Et en fait, on arrive à l'équation économique n'est plus possible. Ouais. Donc on se dit, on va le retirer des kiosques le temps que le prix du papier redevienne normal. On va aller qu'en magasin et on pense que les gens vont nous suivre. Et en fait, ça va pas être le cas.
on va se dire, ok, donc on fait une précommande pour faire une politique d'abonnement. Ça va patiner un peu pendant les premiers jours, les premières semaines, même si je crois qu'on a eu une prolongation. Et on comprend pas pourquoi, parce que on multiplie les mailings auprès des magasins, on fait des pubs sur Facebook, etc. Et c'est le début d'Instagram. Et en fait, à un moment donné, on va se dire, ok, on va faire de la publicité plutôt sur des réseaux de messagerie, donc Messenger, WhatsApp, et c'est là en fait que ça va marcher. Et dans la conversation avec les gens qui sont là, on découvre qu'ils suivent JDR Mag, qui savent pas du tout qu'il y a une précommande, et on se dit mais c'est un truc de ouf, parce que ça fait des semaines qu'on en parle. Et en fait, on a une espèce de feedback qui arrive, c'est ah non mais nous en fait, on ne suit pas tellement les réseaux sociaux. La plupart des gens sont en province. Quand ils prennent le train pour aller travailler, dans le kiosque, ils achètent JDR Mag. Et en fait, nos 2000 acheteurs, c'est des personnes qui sont pas du tout dans la sphère digitale, en fait, ou pas de manière assidue, et pour qui le lien avec le jeu de rôle, c'est un magazine papier. en kiosque, en papier. Et eux, ils vont venir, et donc ils vont nous permettre de tenir en magasin, puis 2 ans passent, et puis en fait, bah non, les magasins n'achètent plus le jeu de rôle. Donc le magazine, il coûte de plus en plus. Titam continue parce que ça plaît. Jean-Luc se dit bah non mais moi je suis content d'avoir un acteur d'information. On a des bonnes relations avec tous les éditeurs. Je pense que enfin voilà, il faut les interroger eux, mais c'est vrai qu'ils nous ont soutenus jusqu'à la fin. Et puis bah ça n'a plus de sens quoi. En 2017, tu rejoins Brajlon Games, enfin Brajlon pardon, qui est pas encore Brajlon Games. C'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que en fait. Et l'idée c'est déjà c'est pour développer parce que c'est connu c'est un éditeur de livres principalement. Oui. Et l'idée c'est de développer une activité carte jeu. Alors pas du tout. En fait au départ, ce qui se passe c'est que donc moi je suis déjà à mon compte. J'ai une activité d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec une société qui s'appelle Storyline Consulting. J'ai des clients très divers dans le monde du jeu et pas que, parce que j'ai fait aussi des jeux sérieux, j'ai fait de la médiation culturelle. Et l'un des fondateurs, Stéphane Marsan, j'ai travaillé sous sa directive donc en 99. Il s'est associé avec des gens que je connais à peine. Et en fait, Alain Névan, qui est le PDG du groupe Brajlon à l'époque, je l'avais rencontré donc, plusieurs années auparavant, quand Stéphane est parti. Lui, il dirigeait à l'époque SF Mag. Et il m'appelle et il me dit on hésite à faire des jeux depuis le début, on n'a jamais vraiment eu le temps d'en faire. On est en train de changer de réseau de distribution dans le livre, on quitte Média pour aller chez Hachette et on aimerait avoir des informations à partager avec le groupe Hachette sur le monde du jeu. Donc il va me commander une étude, une sorte de cartographie en fait, de qui sont les acteurs du jeu d'un point de vue vraiment économique. Ok, donc là c'est du consulting pur quoi. Pur. Ouais. Donc je vais faire une cartographie de toutes les sociétés qui existent, d'abord en France, puis en Europe, leur chiffre d'affaires, les dirigeants, les situations, leur catalogue, leur positionnement, qu'est-ce qu'ils ont. Parce que leur idée, c'est d'avoir une vision de l'existant pour imaginer un développement stratégique. Je veux bien connaître ce secteur d'activité, je veux en avoir une perception autre que... Du feeling pur. Autre que celle que moi qui vais dans les magasins qui achète des jeux. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Alain a une bibliothèque de jeux incroyable, ludothèque donc. Et mais comme à l'époque c'est rangé à côté des livres et ok je fais ça et puis il me dit il n'est pas impossible que on crée ce qu'on appelle un pôle image, donc ça va être une structure hébergée au sein du groupe Brajlon à côté de nos labels qui a vocation à faire autre chose que de la littérature. Ok. Ce pôle il va être animé par Claire Deslandes qui est aujourd'hui la directrice éditoriale de Brajlon et par Sébastien Manricard qui est notre directeur marketing. Et on va explorer, l'illustrer au sens large, sur nos univers, sur nos savoir-faire. Mais quand il parle univers, je pense que là, il va y avoir aussi un malentendu avec le public. C'est pas forcément de faire des jeux ou de faire des produits dérivés illustrés sur les romans qu'ils exploitent. Oui. Pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas les droits, en fait. Ils ont acquis les droits de traduction. Oui. Par contre, ils se perçoivent comme un acteur culturel des cultures de l'imaginaire. Et c'est vrai que, sous l'impulsion de Stéphane Marsan, qui est directeur éditorial à l'époque, ils ont fait des livres dont vous êtes le héros, ils ont fait des atlas, ils ont fait des beaux livres, ils ont fait d'autres publications en fait sur la fantasy, sur la science-fiction, qui sont pas d'ailleurs toujours en lien avec les romans qu'ils publient. Parfois, ils ont des situations où ils font des produits dérivés sur des univers qui sont des romans exploités par des concurrents. Et puis ça leur réussit. Donc ils disent faisons-en un département à part entière. Ouais. Et puis réunissons des métiers pour faire ça. Et on va faire des choses très diverses, parce qu'on va y compris aussi faire
des petits livres-jeux sur des émissions de télé, par exemple. On va vraiment faire des choses très, très différentes. Et puis, c'est vrai que donc je suis embauché pour collaborer à ça, côté de Sébastien Moricard et de Claire Deslandes. Et puis, je commence à comprendre que effectivement, l'étude que j'ai faite, elle sert dans des réunions auxquelles j'assiste pas. Et puis un jour, on va me présenter le patron d'Hachette. On me dit voilà, vous avez un quart d'heure, voilà. Et puis ça va durer très très longtemps. Et il sort de là et en ma présence, il dit à l'un des vents, ok, tu le sais, on va se lancer dans le jeu de société. Il y a des acquisitions qui sont en cours. Je peux pas en parler. Qu'on connaît maintenant parce que maintenant, aujourd'hui on sait tout ce qui a été acquis par le groupe Hachette dans le jeu. Et donc je vous propose, on fait une joint venture. Vous mettez une certaine somme sur la table Brajlon, on met la même chez Hachette, et puis faites des jeux. Voilà. Parce que de toute façon, nous, on a besoin d'expérimenter. C'est ça la création de Brajlon Games. Et là, du coup, moi, je sors de Brajlon avec un certain nombre de collaborateurs pour faire cette joint venture qui s'appellera donc Brajlon Games et qui, au départ, va proposer pour la continuité de ce qu'on a fait en librairie, c'est-à-dire des jeux qui sont associés à chacun des labels du groupe. Parce qu'en fait, les gens connaissent Brajlon, mais en fait, au sein de Brajlon, à l'époque, il y a Castelmore, il y a Milady, il y a d'autres labels en fait qui ont des identités très très fortes. Et puis il y a des projets qui vont aboutir, d'autres qui vont moins aboutir. Un des gros projets de Brajlon Game qui va être peut-être celui qu'on a le plus retenu, c'est le fait que tu aies eu la possibilité les droits ou en tout cas la possibilité de localiser le jeu d'Alex Roberts. Donc pour l'arène. Ouais, alors ça c'est 2020. Ouais, mais ça c'est marrant parce que c'est une drôle d'histoire. C'est-à-dire que donc nous on construit Brajlon Games en sortant du Polymage, on prévoit un certain nombre de jeux, plutôt un positionnement initié parce qu'on se dit de toute façon les amateurs de fantasy quand on les rencontre, on croise des gens qui sont plutôt d'une culture Istari pour faire simple, si c'est antérieur, ou qui vont sur Kickstarter. On voit bien les gens qu'on a en interne et on se dit bon ok on va faire ça. Et puis, quand tous nos premiers jeux sont produits, qui rentrent en stock sous le label Brajlon Games, on est confiné. Donc ça va être compliqué pour démarrer. Et l'un des vents me dit, écoute, ça va vraiment, vraiment être compliqué. On va se battre. On a Hachette derrière nous, donc on va tenir. Mais c'est vrai qu'on est dans un moment d'incertitude délicat. Et il me dit, ces moments de crise sont des moments d'opportunité. Et il me dit, si je te dis, tu as 2 ou 3 projets un peu fous qui ne sont pas forcément liés à Brajlon Games et qu'on peut faire et qu'on peut tenter pour essayer un peu d'être disruptif, tu ferais quoi ? Je ferais un vrai tarot divinatoire sur le mythe de Cthulhu, inspiré de la littérature, et avec vraiment une fiction qui prend aussi à partie le monde réel. Et puis, il y a For the Queen. J'en ai parlé à plusieurs personnes dans le cadre de mes activités avant que tu m'embauches. Et c'est vrai que tout le monde me dit des choses un peu bizarres. C'est pas un jeu, c'est pas assez guidé, c'est abstrait, ça va intéresser qui ? Donc personne ne veut le faire. Et il me dit, on y va. Je dis, ah bon, mais tu sais même pas de quoi je parle. Il me dit, mais toi t'y crois ? On y va. Donc je rappelle Alex, je lui dis, écoute, ça y est, j'ai un débouché. Finalement, je vais le faire en tant qu'éditeur dans la société pour laquelle je travaille. Tu la connaissais déjà depuis un bout de temps ? Non, je la connaissais pas. Non, on avait des échanges. Je vais témoigner mon intérêt. J'avais témoigné mon intérêt à son éditeur. Mais c'était pas. Non, puis pour tout dire, en fait, à l'époque, avec Evil Hat, moi, je suis plutôt intéressé par Blades in the Dark, parce que pour le coup, on peut avoir les droits étendus d'un univers littéraire qui a inspiré Blades in the Dark, on en est sûr. Et donc, on se dit, vu que tout le monde a l'air d'attendre des jeux, y compris des jeux de rôle, sur les univers qu'on exploite en roman, on va faire. Ça matchait bien. Ça matchait bien, quoi. Ouais. Et puis, en fait, c'est très facile. On a son accord, on signe, on le fait. Et c'est vrai que quand je le présente à Gigamic, alors eux, pour le coup, le fait que ça soit. Ils vont pas me dire que c'est pas un jeu. Benjamin me dit, donc l'actuel patron de Gigamic, me dit, tu sais. Le monde du jeu, il dit quand même une profonde mutation. Il faut vraiment se dire que ce qu'on propose, c'est de l'évasion et du divertissement à des gens très différents, qui ont des attentes très différentes. Et il y a des tendances. Puis après, il y a des courants souterrains, il y a des choses qui existent. Et il me dit, le jeu de rôle, c'est le cas.
La narration, c'est le cas. Il me dit, le loup-garou de Tire-ce-lieu, tu vois, a priori, c'est un peu différent, mais... Donc, il me dit, essayons. Par contre, il me met en garde sur les tirages. Donc, on est très prudent. Et puis, quand on commence à faire la route commerciale, franchement, ça ne mord pas des masses. Hein. Il y a les réticences qu'on a déjà entendues qui sont manifestées. Ça fait que les gens ont du mal à situer ce que c'est. Ouais, c'est-à-dire que les magasins me disent, mais je vends ça à qui ? En fait, c'est vrai que c'est étiqueté jeu de société, mais on le sent bien que c'est un jeu plutôt... Enfin, c'est un peu différent d'un jeu de société classique. On est un peu dans quelque chose d'un peu hybride, d'assez novateur, qui aujourd'hui, j'ai envie de te dire, aujourd'hui... 5 ans plus tard, on est presque assez habitué maintenant. Enfin, c'est des formats qui sont quand même un peu plus centrés. Parce que c'est pas vraiment non plus un jeu de rôle classique. Enfin, on est un peu entre les deux. Vous avez envie de vous raconter une histoire. C'est l'ambiance de la veillée, guidée par des cartes. Et puis on joue pour voir ce qui va se passer, quoi, vraiment. Ouais. Donc, on verra bien. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de règle du jeu, par exemple. Mais je trouve que c'est assez emblématique d'une évolution aussi d'une tendance du jeu de rôle. En fait, ça vient pas de. Et c'est pour ça, je pense que c'est aussi ça qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la co-construction. Oui. Et ça, c'est aussi une tendance qu'on observe dans le jeu de rôle depuis à peu près une dizaine d'années, qui est très forte, qui s'est marquée. Enfin, toi qui as vu toute l'évolution du jeu de rôle, Oui. Mais et surtout, pendant les périodes de confinement. Assez facile à mettre aussi en place. Ça a été très facile à mettre en œuvre. Ouais. Et moi, j'ai été frappé de voir le nombre de personnes qui se connectaient sur des différents Discord et qui jouaient en ligne. Et dans mes discussions avec Roll20, je leur dis, mais pourquoi vous avez For the Queen sur Roll20 alors que, a priori, ça sert plutôt à jouer à D&D, quoi. Ouais. Elle me dit, non, mais tu verras l'audience de ce truc, c'est un truc de malade, quoi. Ouais. Et en fait, quand on va rencontrer le groupement des boutiques ludiques dans le cadre de conversations par rapport à leur catalogue de fin d'année, Vianney connaît bien For the Queen, il va en parler bien mieux que nous, en fait, et il va convaincre les boutiques ludiques de tenter le coup. Et on va faire une mise en place qui est assez exceptionnelle pour ce type de jeu. Et puis 3 semaines après, il n'y en a plus. Donc on réimprime. Et puis on réimprime. Voilà. Moi, je trouve que pour l'arène, un des aspects vraiment notables, je sais pas après sur la version française par rapport au jeu d'origine, je trouve que l'écriture des cartes, elle est pas elle est très très subtile en fait, parce que quand tu prends, je pense que c'est aussi ça qui fait que celui-là fonctionne aussi bien, c'est qu'il y a toujours beaucoup de niveaux de lecture des cartes et de la façon dont on veut se les approprier. On peut rester... il y a beaucoup de subtilité. C'est-à-dire qu'on peut se lancer dans quelque chose qui va être plutôt aventure, épique. On peut aussi se lancer dans quelque chose qui va être beaucoup plus au niveau des relations humaines. On peut mettre de la romance. On peut mettre même des sujets plus... ce qu'on appellerait les fameux sujets matures. Les cartes, vous avez retravaillé, vous avez pris les cartes à l'identique, mais c'est ça, je trouve, qui marque vraiment l'identité du jeu. C'est la subtilité, la qualité d'écriture de chacune des cartes. En fait, je pense que... Alex Roberts, déjà, c'est quelqu'un qui, au quotidien, dans sa vie de tous les jours professionnelle, elle est au contact des autres et elle accompagne les gens sur beaucoup de domaines, on va dire, de la psychologie, au sens large. Donc je pense que c'est quelqu'un qui connaît bien l'âme humaine, qui, dans ses relations avec les gens qu'elle côtoie, dans son activité première, elle sait des questions qu'il faut poser pour que les gens se révèlent, en fait. Ouais. Déjà, elle a ce savoir-faire-là. Ensuite, c'est une joueuse, donc elle sait faire la distinction entre son activité professionnelle et le plaisir du jeu, et donc elle a cette écriture qui est libératrice, en fait. Oui. Non, je pense que l'idée de Jenny, déjà, c'est de se dire, je mets pas de règles du jeu, je vais les décrire sur des cartes comme les autres, et du coup, on va découvrir les mécanismes au fur et à mesure. Je pense que c'est quelqu'un qui a profondément confiance en l'être humain, et qui se dit, même pour quand je fais un jeu, je peux avoir confiance, et leur donner cette liberté qui a du coup, effrayé les professionnels aussi. Oui. Puis après, c'est le bouche à oreille, c'est-à-dire que l'air de rien, le succès du lancement pour l'arène en France, c'est que beaucoup de gens ont eu l'occasion de le découvrir et de jouer, notamment sur Discord, pendant les périodes de confinement. Oui, donc il y a eu un bouche à oreille très très fort. Donc il est arrivé aussi à un bon moment. Absolument, presque, ouais. Et c'est vrai ce que tu dis sur le fait qu'il n'y ait pas de règles et qu'il y a des gens pour parfois, tu as des personnes qui sont très attachées à une ancienne, une vision plus ancienne, parce que je ne le dis pas de façon péjorative, du jeu de rôle ou de la narration. Là, il y a aussi le fait que dans le jeu est inclus le fait que si tu ne veux pas répondre à une carte, tu n'es pas obligé de le faire. Il y a une carte X. Ça prend aussi toute cette évolution qui est sur le fait que le jeu de rôle doit être vraiment un moment où on se sent bien. Et toi, ce qu'a été ton expérience oui.
où on subit pas, et qui est le contraire de parfois d'histoires qu'on entend aussi sur comment ça peut. Oui, c'est-à-dire que je pense que déjà le jeu de rôle, c'est une activité qui révèle l'intime. C'est-à-dire que même quand tu fais un jeu bourrin, dans les scénarios, les gens vont se révéler en fait. Moi je dis souvent, vous voulez connaître des gens extrêmement rapidement, vous faites 2 heures de jeu de rôle avec eux, quand vous allez repenser à vos conversations, vous allez vous apercevoir que vous avez cerné un très grand nombre d'aspects de leur personnalité. Donc le cercle magique, il a quand même des porosités dans le jeu de rôle. On met forcément de soi. Non, mais après, ce qu'il y a, c'est que quand il y a un acteur important des magasins qui a confiance en un produit et qu'il en parle à ses confrères, la mise en place se fait. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu de société, contrairement à tous les autres produits culturels, la mise en place, elle dépend des magasins. C'est-à-dire que dans tous les autres secteurs, quand vous allez en librairie et que vous voyez des livres, en fait, les distributeurs, ils ont livré les livres libraires les ont mis en rayon, et au bout de 3 mois, ils font la balance, et les invendus, ils peuvent les renvoyer. Et ils sont facturés sur ce qu'ils ont vendu. Le monde du jeu, c'est pas ça. Ils les achètent pour les revendre. Donc il y a une prise de risque qui fait que si les magasins ne croient pas, ou s'il n'y a pas un acteur économique dans les magasins qui fait référence sur un type de segment de jeu pour envoyer un signal très fort à ses confrères, c'est difficile de pénétrer le marché. La chance qu'on a eue, c'est qu'à ce moment-là, on avait quelqu'un qui avait joué et qui avait une notoriété, et que les boutiques ludiques, c'est un espace où il y a une convivialité, un échange, un partage, où ils se donnent des bons conseils et ils mutualisent beaucoup de choses. Donc on a eu cette chance-là. Maintenant, ça n'a pas été tout le monde, parce que sur les magasins spécialisés, je crois qu'il n'y a que 2 magasins sur 3 qui ont travaillé pour l'Arène, et certains se sont sentis un peu démunis, en fait, et ont eu du mal à le vendre, parce qu'ils avaient du mal à en parler. Et aujourd'hui, sur les autres jeux de la collection que ça a engendré, on est plutôt à 1 sur 3. Mais c'est marrant, parce que d'un jeu à l'autre, c'est pas le même magasin sur 3 qui le travaille, donc ça c'est rigolo. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose d'un peu de mystérieux dans le succès de ce qui va devenir Force of Story, quoi. En tout cas, c'est un jeu toi que tu portes, que tu as vraiment porté. Donc Brajlon Games se termine. Toi, à ce moment-là, tu as déjà dans l'idée de récupérer pour l'Arène ? En fait, parce que vous aviez déjà commencé une gamme, en fait. Tout à fait. Alors, il y avait eu Donjons et Siphons, il y avait eu Rituel. Ouais, c'est ça. Audimat et le Casse de Trop étaient sous presse. Déjà, ce qui va se passer, c'est que quand il va y avoir le changement de direction d'Hachette, ça va aussi avoir des conséquences sur l'organisation de Brajlon. Après, Brajlon va être acquis par Hachette. Donc là, il va y avoir aussi une nouvelle direction qui va arriver. Et c'est vrai que le savoir-faire d'Hachette, c'est la rentabilité. Donc, ils vont mettre en évidence qu'au vu de la dimension de l'entreprise, il y a un certain nombre de lignes éditoriales où c'est périlleux pour le nombre de collaborateurs, en fait. Et que c'est pas, en fait, c'est des sujets délicats parce que les gens pourraient dire, il y a que la rentabilité qui les intéresse, et du coup, ils ont coupé sauvagement ce qui se vendait pas facilement. Oui, ça, c'est le petit bout de la lorgnette. La réalité, c'est qu'il y a un nombre d'emplois qu'il faut pérenniser. Et puis, il y a des gens qui travaillent dans cette entreprise depuis 2 décennies et dont la carrière n'a pas forcément eu le développement que permet une grande maison d'édition comme Hachette. Et ces personnes, elles ont aussi des attentes par rapport à leur propre développement de parcours. Et donc, elles attendent de ce nouvel actionnaire que leur carrière prenne une nouvelle dynamique, y compris en termes de rémunération. Donc, ça pose aussi des questions à la direction d'Hachette de se dire, il y a des choses, c'est intéressant culturellement, intellectuellement, éditorialement. Le fait de les avoir publiés en France, ça fait sens. Mais au vu de la dimension économique qu'est la nôtre et de la responsabilité qu'on a par rapport à nos collaborateurs, est-ce que c'est vraiment à nous de publier ces œuvres qui n'ont pas une certaine dynamique commerciale qui ne permet pas de pérenniser les emplois? Donc, ils vont tailler dans le vif. Et il y a des choses qui vont s'arrêter. Et le jeu va en faire partie. L'actuel dirigeant de Brajlon nous a permis, pendant 1 an, d'envisager un nouveau modèle économique, de poser la question des lignes. Il nous a aidés à essayer de structurer les choses pour aller de l'avant. Et nous n'y sommes pas parvenus. Nous n'avons pas réussi à trouver cette équation au vu des charges d'une entreprise comme Brajlon, en fait. Et c'est vrai que la direction d'Hachette avait changé. Hachette avait aussi fait des acquisitions qui fait que ce qu'ils souhaitaient construire au niveau du jeu, c'était fait. Et nous, on avait, sans doute, par nos choix, pas su tirer notre épingle du jeu par rapport aux sociétés qui avaient été acquises. Donc, on nous fait comprendre que ça va fermer. Et on a été accompagné pendant plusieurs mois à trouver une issue. Et moi, ma démarche a été de dire à la direction d'Hachette, qu'est-ce que ça va devenir ? Et là, on me dit, écoute, de toute façon, on a informé votre distributeur, donc Gigamic, et puis on va déstocker massivement, parce que c'est fini.
Moi, je suis en relation avec les auteurs, les illustrateurs, les créateurs. Et puis moi, profondément, je publie de la création depuis toujours, donc je trouve ça moche. Parce qu'en fait, c'était là, en plus, tu avais lancé tous les jeux dont tu parlais qui étaient sous presse, c'était des créations qui reprennent le système, en fait, pour l'arène, donc qui est où tu avais fait travailler. Donc c'était déjà Nicolas Levif qui. Oui, il y avait Nicolas Levif, mais il y en avait d'autres, parce qu'il y a aussi des jeux qui sont toujours encore en préparation pour les années qui viennent. Non, mais donc du coup, j'ai trouvé en Hachette un interlocuteur bienveillant. Moi, j'ai eu du mal à vivre la situation parce que j'étais un peu profane dans la matière. Donc, tu vois, faut se dire, c'est à la fois j'ai les discussions qui concernent mon propre départ pour des contextes économiques, et puis d'un autre côté, il y a cette discussion sur la reprise d'actifs. Et c'est vrai que j'ai un peu les mêmes interlocuteurs, donc des fois, moi, c'est pas facile pour moi à vivre. Tu vois, donc ça a été long aussi à cause de ça, parce que j'étais pas préparé à ça. C'est un peu une conversation que j'initie un peu sur un coup de tête. À cette époque-là, bien que j'étais salarié de Brajlon et puis de Brajlon Games, j'ai toujours ma petite entreprise que j'avais mis en sommeil, mais qui détenait une participation d'Eurospel, notre société qui détient les 12 singes. Je vais en parler à mes autres associés. Et ils vont faire le choix de m'aider à reprendre une partie des actifs de Brajlon Games. Et on discute des modalités, en envisageant aussi peut-être un scénario de séparation, parce que c'est vrai que pour eux, c'est très différent de ce qu'ils font d'habitude, vu qu'ils font du jeu de rôle. Et puis en fait, de part et d'autre, j'ai des interlocuteurs plutôt bienveillants. Donc, évidemment, c'est une négociation. Il y a des moments où c'est très dur, mais bon, on va trouver un terrain d'entente. Et je vais repartir avec Force the Story, donc la collection inspirée de Pour la Reine, et puis certains jeux initiés qu'on a fait avec Brajlon Games. Je vais discuter avec Benjamin, le directeur général de Gigamic, qui va être aussi m'accompagner. Et franchement, là, je dois dire que sans l'aide des 12 singes sur la discussion avec le groupe Hachette, et sans l'aide de Gigamic, ça n'aurait jamais été possible. C'est-à-dire que j'ai vraiment été très très bien entouré par ces deux sociétés. Parce que Hachette, c'est très gros, parce que il y a des fois dans les entretiens, tu fais des idées fausses des intentions de tes interlocuteurs, parce que tu es toi-même sur le départ, essentiellement. Donc t'es pas t'es forcément dans une situation personnelle, émotionnelle. Tu pars un peu dans la parano facilement, pour dire les choses simplement. C'est aussi peut-être un trait de caractère. Mais j'ai été hyper accompagné. Et puis donc, une fois que mon licenciement a été acté, j'ai repris une partie des actifs de Brajlon Games. Ils sont restés chez Gigamic, qui avait fait un très bon travail sur ces jeux. Et puis ça continue. Et donc là, tu fondes Bravelion Games ? Alors pas du tout. Oui, c'est ça. Si, t'as raison, je vais faire ça. Donc en fait, à ce moment-là, ce que je me dis, c'est que les acheteurs, ils font pas forcément tellement attention aux marques éditoriales. Aux éditeurs. En fait, à qui édite quoi. Par contre, pour les magasins, c'est important. Ça les aide à se structurer. Et puis après, ça pose aussi la question de la visibilité du catalogue en ligne. Et donc je me dis, je vais reprendre plusieurs types de jeux, mais il faut des lignes éditoriales claires. Et ça, c'est ce que j'ai appris chez Brajlon. Donc, tout ce qui va descendre de Force the Queen pour la Reine, et tout ce qui va être, grosso modo, co-inventer une histoire sans avoir un animateur ou un meneur de jeu, ça va être chez Force the Story. Donc la narration partagée, tous les descendants Et puis d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Ce qui va être jeu initié, ça va devenir Bravelion Games, un peu en clin d'œil, en décrivant quelques lettres de Brajlon, mais aussi parce que littéralement, finalement, c'est des jeux d'audace, et que je me suis rendu compte dans mon activité d'éditeur au sein de Brajlon que moi j'allais souvent, mais malgré moi, faire des jeux qui reposaient sur un gameplay émergent, sur des jeux où il fallait faire preuve d'audace pour l'emporter. Qu'il fallait pas avoir peur de risquer le 50-50 en fin de partie. Et à ce moment-là, parce que par exemple, là, il y a Revolt qui est sorti. Alors Revolt est en développement. À ce moment-là, il était déjà en développement, mais tu décides de le récérer dans cette nouvelle structure. Et donc puis, il y a un jeu de pli de la team Kaidaema. Voilà, exactement. Et après, je sais que dans le portefeuille que j'envisage de faire, il y a des jeux de rôle, je veux dire, de nouvelle génération. Qui partagent en fait l'autorité en fait, dans la fiction. Et donc. Parce que c'est vrai que là, quelque part, tout ce que tu avais fait avant, c'était plus quand même typé jeu de société, même si pour la Reine, on sait que c'est un peu entre les deux. Enfin, là, tu as vraiment envie de retourner à l'édition de jeu de rôle, jeu de rôle un peu plus classique. Non, mais en fait, moi, j'ai toujours joué un peu à tout.
Donc en fait, ce qui se passe moi dans ma vie, c'est que quand je fais beaucoup de jeux de rôle professionnellement, je joue beaucoup aux jeux de société. Et quand je travaille beaucoup sur un jeu de société, je fais beaucoup de jeux de rôle. Donc du coup, bien séparer travail et plaisir. Voilà. C'est ça. Donc je trouve un équilibre comme ça. Et puis c'est vrai que dans les clubs que je côtoie, les gens sont ouverts à toutes les pratiques en fait, et on joue à tout, pas avec les mêmes attentes. Ouais. Il y a eu une grosse, enfin c'est ce qu'on disait, il y a quand même eu une grosse évolution aussi des propositions. Il y a énormément de propositions différentes, de types de jeux différents. Il y a le jeu de rôle solo qui s'est beaucoup développé aussi. Il y a tous les systèmes qui sont plus typés jeux de rôle, mais avec de la narration partagée, qui sont les héritiers du PBTA. Il y a eu il y a une offre qui est très très variée. Toi qui es un rôliste de la première heure, comment tu as vu aussi cette évolution? En fait, c'est quelque chose que tu t'es dit. C'est aussi ta pratique du jeu de rôle aujourd'hui? Alors. Moi, en fait, le PBTA, au début, je le vois pas tellement arriver, parce que ça commence donc avec Apocalypse World, oui. Et moi, le côté post-apo, ça m'excite pas les masses, quoi. Donc du coup, je regarde pas trop. Là, c'est plus l'univers qui te... Ouais. Moi, ça m'a pas parlé. Par contre, c'est vrai, quand j'entendais les gens en parler, de comment ça se passait autour d'une table, je ressentais qu'ils avaient mis au point une façon d'écrire le jeu de rôle qui, moi, me correspondait. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours attendu beaucoup de mes joueurs, en fait. Et souvent, mes joueurs, quand ils lisent le scénar... Après, elle me dit, mais qu'est-ce que t'as foutu par rapport à ce qui était prévu? Et je dis, mais moi, je vous ai suivi. C'est vous les héros, en fait. Je suis venu jouer avec vous. Je suis pas venu vous imposer l'histoire. Oui, c'est la fameuse phrase, je suis là pour vous faire briller, en fait. Exactement. Ouais. C'est vous les stars, ouais. Et puis moi, franchement, en tant qu'animateur d'une partie de jeu de rôle, je suis comme dans une série télé, quoi. C'est-à-dire que les héros sont en face de moi et c'est ce qu'ils font qui me donne envie de continuer. Je ne suis pas venu leur asséner la vérité ou leur dispenser un scénario. Je suis venu là pour qu'ils le rendent vivant, un truc que j'ai lu et que je me suis dit, ça peut être cool. Donc avec Nicolas Levif, qui est un peu l'auteur best-seller de Force the Story, on a ça en partage. Et puis, je lui dis, tiens, je mettrais bien en publier. Et il me dit, tiens, moi j'ai souvent eu envie que ma communauté, la Fabrique Imaginaire, qui sont Discord, qui joue beaucoup à ces jeux-là, que c'est parce qu'il y a vraiment des gens qui ont du talent et qu'on puisse leur donner la parole, leur proposer de faire des jeux. Je dis, écoute, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer déjà d'obtenir certains de ces jeux phares de cette nouvelle génération de jeux de rôle. Et puis, si on y parvient, on fera des suppléments de création française avec les personnes de ta communauté, quoi. Et donc... j'ai marqué à la culotte Jason Cordova, qui est le créateur de Brindlewood Bay et The Between. Et puis, il m'a fait confiance. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un jeu qui existait dans une version, en français, mais dans une version traduite, ce qu'on appelle fan-made, en fait, qui avait été faite par Gulix. Oui, moi, c'était la version que j'avais. Qui nous a permis de jouer qui permettait de jouer aux francophones. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, notamment dans la scène qu'on dit indépendante, c'est-à-dire qui n'est pas détenue par des entreprises, puis plutôt des créateurs qui s'autoproduisent, ils font ce qu'on appelle des hashcans, c'est-à-dire qu'ils font une version un peu prototypage du jeu, ils le mettent en partage, il y a des communautés qui se créent, ça joue, et l'auteur passe de cette version alpha à sa version bêta, puis à sa version éditée, avec la communauté. Et dans ce dispositif-là, il permet que quiconque puisse traduire le hashcan et le développer. Ok. Donc du coup, Gulix est un acteur extrêmement attentif en fait de ces développements-là, et il en propose énormément. Et d'ailleurs, il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire, c'est grâce à des gens comme lui qu'on connaît ces jeux-là aujourd'hui. En tout cas, moi à titre perso, Brindlewood Bay, c'est grâce à lui que j'ai pu y jouer, quoi, vraiment. Donc voilà, et puis on a trouvé un terrain d'entente avec Jason Cordova, l'auteur. Et puis, par contre, c'est vrai que moi, je pense que cette mouvance-là, quand elle est importée notamment essentiellement via Itch.io, elle n'arrive pas à se débarrasser d'habitus du jeu de rôle, et elle a tendance à faire un peu une traduction by the book, qui n'est pas mauvaise, mais moi j'avais l'ambition de faire des choix de vocabulaire notamment, pour faciliter l'accessibilité encore davantage à un public francophone, donc y compris d'avoir des partis pris de traduction qui peuvent surprendre. D'accord. Mais parce que je voulais que le message soit clair pour les joueurs. Donc par exemple, c'est vrai que tous ces jeux se développent autour de briques de règles qu'en anglais on appelle des moves, qui sont structurés de la manière suivante. Il y a un déclencheur, s'il se produit, on doit résoudre l'effet de règle qui est décrit derrière. Et moi je pense que garder move, c'était pas souhaitable, et les différentes versions que j'avais lues me paraissaient pas convenir. C'est-à-dire que moi je me suis pas dit comment on traduit, je me suis dit qu'est-ce qui se passe d'un point de vue de la fiction,
Et en français, on appellerait ça comment. Et donc j'ai choisi le terme de rebondissement et j'ai abordé toute la traduction avec des gens du milieu de la traduction qui n'étaient pas dans le monde du jeu. J'ai choisi spécialement des gens qui venaient pas du jeu pour se dire, ces gens qui sont de la littérature, si je les fais jouer, eux, ils ont envie de baptiser les choses comment. Ça leur paraît, qu'est-ce qui paraît le plus juste. On a fait cette expérience-là et on s'est mis à découvrir qu'on arrivait à initier plus facilement des gens qui venaient pas du jeu de rôle en fait. Qui comprenaient tout de suite, bien plus immédiatement, de quoi ils retournaient. Donc on a gardé ces partis pris. Ce qui ne veut pas dire que les traductions comme celle de Judix ne sont pas bonnes, loin de là. Nous, mais qu'elles sont peut-être pas faites pour le même public. On a fait une adaptation. Ouais. On assume le fait qu'on a fait une adaptation. Je ne sais pas si on a fait les meilleurs choix, on verra. Ouais. Et donc, vous avez fait un financement participatif qui s'est très bien passé. Ça a été un peu la folie, ouais. Parce que en général, on dit que c'est dur, enfin que c'est physiquement éprouvant, et émotionnellement éprouvant, mais ça mais plutôt positivement là. Non, alors ça c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous portez un projet de manière participative, que ce soit un financement, une précommande, bref, vous êtes sur ces plateformes où le chiffre apparaît en temps réel, avec des pourcentages, et que ça se passe bien ou pas bien, c'est l'horreur. C'est le même stress. Ouais. C'est-à-dire, moi, c'est ma pire expérience de financement participatif, ça a été le tarot sur Cthulhu, qui est dans le top 5 des tarots encore aujourd'hui sur Kickstarter, alors que ça a démarré sur les feux de Dieu et que ça a atteint des sommes dont on ne rêvait pas. Parce qu'en fait, vous avez après la pression de l'attente. Vous vous dites, les gens en voudront davantage, parce que eux, ils le ressentent que le succès va au-delà de la proposition initiale. Donc, vous vous imaginez qu'ils ont une exigence. Et puis d'ailleurs, dans la communauté, certains en ont une. Et puis ils peuvent être... c'est pas des consommateurs faciles. Exactement. On le sait, hein, les gens qui font les financements participatifs... ils sont dans une vision comme si les choses leur appartenaient, un bout du projet leur appartient vraiment. Déjà, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on parle de financement participatif, mais quand vous êtes anglo-saxon et quand vous êtes dans un crowdfunding, le vocabulaire que vous employez, c'est celui que vous avez quand vous participez à une levée de fonds. Oui. On n'est pas dans les Donc, mêmes... un anglo-saxon, lui, il a l'impression qu'il détient des parts de la boîte. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais parce que il se sent actionnaire. Exactement. Et d'ailleurs... Je pense que si jamais il y avait un litige, vraiment où on allait au fond des choses, sur le sol américain, je souhaite à aucun porteur de projet de crowdfunding de se retrouver face à une instance juridique qui se prononcerait sur le fond, parce que je pense qu'effectivement, le juge statuerait sur le fait que les backers sont actionnaires. D'ailleurs, il y a tout le warning de Kickstarter qui dit aujourd'hui qu'il n'y a aucune garantie d'être livré, etc. Je pense que ce sont des warnings qui sont faits pour éviter tout litige basé sur un droit de la consommation qui ne serait pas du tout dans la même optique où on achète quelque chose et où on est consommateur avec toute la protection, notamment le droit français qui est très protecteur pour les consommateurs, qui est complètement différent du fait de si je suis actionnaire, je prends un risque. Et puis c'est aussi un mécanisme juridique qui protège la plateforme de poursuite, de détournement, enfin de maladresse sur la TVA. Oui, d'accord. Parce qu'il y a eu aussi il y a eu tout ça, qui avait oublié de prévoir la TVA européenne, communautaire. Aujourd'hui, il y a des très très grands acteurs du jeu de société qui ont fait des Kickstarter sans prélever la TVA pendant des années, je pense de bonne foi, par ignorance. Et quand s'est posé la question d'être redressé, c'est posé la question de savoir qui devait payer. Ouais, si c'était pas et Kickstarter n'était pas solidairement responsable de. Oui. Je crois que c'était. J'avais en tête que c'était Everdell notamment. Ils avaient jamais. Non, mais il y a plein de gens qui ont eu des soucis, qui se sont posés des questions. Et Brindlewood Bay, c'est Nicolas Levif ou c'est toi qui propose le titre Oh là, je serais bien en scène. Ou c'est venu comme une évidence? Non, c'est pas venu comme une évidence. Déjà, on a sollicité plusieurs personnes sur plusieurs projets. Certains nous ont répondu non très vite, et puis d'autres ne nous répondaient pas, comme Jason. Et donc, on lâche pas l'affaire. Ouais. Sans non plus être, des harceleurs. On donnait des nouvelles régulièrement, on lui parlait de nos projets, et on s'offusquait pas qu'ils ne nous répondaient pas. Et puis, à un moment donné, il m'a répondu en m'expliquant que... Un truc que je percevais pas bien, mais c'est qu'effectivement, il reçoit beaucoup de sollicitations. Beaucoup de messages. Ouais. Non, même de messages. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un showman. C'est-à-dire qu'il faut se dire que tous les jours, quasiment, il fait jouer des gens en direct. Il sort de là, il leur sort des conséquences, il fait des briefs. Non, il a
fait des levées de fonds telles qu'il a des équipes, mais pareil, il faut qu'il les briefe. Donc en fait, aujourd'hui, c'est même pas lui qui lit ses messages, en fait. Ouais. Et donc, ça peut il a fallu temps. un moment avant que quelqu'un lui dise « Jason, tu devrais répondre à ce type ». Voilà. Dans le financement que vous aviez proposé aussi, si il y avait certains paliers qui étaient atteints, la proposition de scénario ou d'amorce, parce que souvent c'est des amorces en fait. En réalité, on n'a pas un scénario écrit comme dans l'appel de Cthulhu, Donjons Dragons. Non, en fait, un scénario de Honolulu Bay, on te dit la situation initiale, voici les protagonistes, voici les indices qui pourraient être découverts sur les lieux. Et après, c'est un peu fait ta petite sauce. Voici les lieux. Voilà. Et tu conduis la partie de sorte que c'est les joueurs qui vont formaliser une hypothèse, donc comme n'importe quel jeu d'enquête. Ouais. Mais là, en partant du principe qu'ils ont sans doute raison. Oui. Et qu'à la fin, tu vas leur demander d'argumenter. Plus ils ont d'arguments, plus ils ont des points qui s'accumulent, dans l'espoir que le jet de dés valide leur hypothèse. Ouais, voilà, ça, c'est pas un jeu résolu. Il y a pas c'est pas un puzzle. Voilà, il faut bien comprendre, parce que pour des gens qui penseraient que ce serait une enquête, comme tu as des scénarios par exemple de l'appel de Cthulhu qui sont vraiment très typés enquête, là c'est pas une enquête avec un coupable qui est un bon coupable. Non. C'est vraiment un système dans lequel c'est la résolution qui dira si le groupe de maîtresse du crime a raison ou pas. Vont verbaliser une hypothèse et un jet de dés va sanctionner qu'ils ont raison ou tort. Ouais. Ils le savent et donc ils ont une mécanique où ils peuvent mettre toutes les chances de leur côté. Exactement. Mais en fait, il y a un biais parce que quand on joue en mode campagne, c'est-à-dire qu'on enchaîne les scénarios, il y a une trame de fond qui va se construire en s'appuyant sur les échecs des joueurs. Donc, au début, quand tu joues à Brindlewood Bay, tu joues pour gagner, tu veux que tous tes suspects, accusés soient effectivement les coupables et que le jeu te donne raison. Puis au bout d'un moment, tu t'aperçois qu'en fait, si tu fais ça, les méchants ne vont jamais se dévoiler, le lien commun qui est entre toutes ces intrigues. Donc, tu vas commencer aussi à jouer un peu pour perdre, parce que tu as besoin que l'animateur soit armé pour que les méchants sortent de leur cachette et qu'ils commencent à commettre des erreurs pour mettre un terme à cette tuerie, en fait. Donc, il y a des vases communicants, en fait, sur la responsabilité. C'est-à-dire qu'après, tu vas commencer à jouer pour perdre, pour que les méchants prennent confiance et que le meneur de jeu commette des erreurs. Et donc, vous proposez des amorces, des scénarios originaux ? Eh ben exactement. C'est-à-dire que l'enjeu de la précommande, c'est que on a couvert la production du jeu de base et du supplément qui existait en langue anglaise, et on a récupéré un capital qui va nous permettre de financer un recueil de propositions d'intrigue qui se déroule en France, cette fois, vu que nos personnages américains, grâce à un tour opérateur, vont venir faire un petit tour en France et découvrir que la conspiration se prolonge, y compris chez nous. Et alors, quand je dis financer, ça c'est aussi une chose qui est importante, c'est que la volonté qu'on avait avec Nicolas, c'est qu'on ne soit pas dans une levée de fonds qui nous permette d'imprimer, on voulait être dans une levée de fonds qui nous permette de verser une avance aux auteurs et autrices. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un modèle où ils vont être sur une rente. C'est le cas parce qu'ils sont auteurs, mais on a fait en sorte qu'ils soient correctement envie de le faire, rémunérés dès l'origine. Dès le départ. Oui, parce que c'est la difficulté des auteurs, c'est que souvent ils sont en début de projet, mais ils sont souvent rémunérés très tardivement. Et pendant ce temps-là, parce que ce qui nous anime, c'est le respect des créateurs. Et que à partir du moment en plus où on leur demande de venir enrichir un jeu qui existe déjà et qu'on est passé par le financement participatif, on s'est dit il faut qu'on fasse bien les choses, y compris d'ailleurs nous, pour être tout à fait transparent, par rapport aux sommes qui étaient affichées, on était à minima de ce qu'on avait besoin pour produire, en sens d'imprimer, et on prenait le risque de financer la création en partant du principe qu'on allait créer la confiance. Et d'ailleurs, ça a été suivi des faits. Mais aujourd'hui, la plateforme, elle affiche 650% de réussite par rapport au seuil qu'on avait annoncé, mais qui était en fait le ticket d'entrée par rapport à ce qu'on devait à tous les acteurs, l'accès à la licence auprès de Jason, les frais bancaires, toutes les choses qu'on pouvait... les coûts incompressibles. Et qui ne relèvent pas de notre travail et de nos efforts. Mais dans les faits, on est tout juste à 100% de ce que le projet coûte réellement. Ouais. Voilà. C'est un truc qu'on a souvent on le dit pas beaucoup. Enfin, les Kickstarter, c'est assez trompeur, les pourcentages de réussite, les levées de fonds. On pense que c'est qu'il y a de l'argent qui coule à flot, et c'est pas. En vrai, c'est pas du tout ça. En réalité, souvent le seuil qui est demandé pour que le projet soit financé,
c'est le seuil minimal en fait pour qui couvre effectivement, comme on disait, les coûts incompressibles et pas le reste, quoi. Après, on n'est pas non plus des cow-boys, hein. C'est-à-dire que on savait que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, après, ça sera sans doute en magasin, on va couvrir. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est dans un second temps, finalement. Voilà, c'est un second temps. Ouais. Mais après, ça, c'est aussi la force que moi, je suis en société depuis presque 15 ans. C'est que, en fait, il y a des actifs et il y a des capacités à prendre ce type de risque. Et puis ensuite, par rapport à la relation à Nicolas Levif et à sa communauté, je pense que c'est le respect élémentaire. Parce qu'en fait, quand on annonce qu'on va les produire, c'est ce qui crée aussi la confiance par rapport aux acheteurs au jeu de base. Donc, on ne va pas leur demander de le faire au pourcentage, même si c'est ce que prévoit la loi et c'est pas non plus aberrant. Je pense qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a un manuscrit et qui rencontre un éditeur et qui en attend une rente patrimoniale jusqu'à 70 ans après sa mort, donc j'avais compris pour ses ayants droit, avec un projet où il y a un ayant droit aux États-Unis, on se propose de faire un supplément de création française, ils ont des contraintes très très fortes de création qui sont liées à ce qui est préexistant, et en plus, la promesse qu'on fait aux consommateurs vont nous permettre de mieux vendre pour les intérêts de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est du respect. Il y aurait la possibilité que ce supplément français soit traduit en anglais et proposé aux communautés anglophones ou pas? On n'a pas parlé avec Jason parce que on n'était pas sûr de notre coup. Mais oui, je pense qu'on va le faire, on va lui proposer. Parce que, en fait, ce que ça a aussi comme avantage d'avoir bien fait les choses là, c'est qu'il y a un bouche à oreille qui fait que des acteurs anglo-saxons qu'on avait sollicités pour importer leur jeu en France, qui ne nous répondaient pas parce qu'ils ne nous connaissaient pas, reprennent contact en disant donc ça vous donne aussi plus de crédit pour d'autres projets en fait. Donc il y a, et d'ailleurs, est-ce que là vous êtes, donc le financement s'est terminé, je sais pas, je me souviens plus de la date de livraison qui est prévue pour janvier. Est-ce que vous avez déjà dans les starting blocks un autre projet ou de jeu de rôle ou Alors sur les éditions de la Fabrique Imaginaire, sur les oui, on en a d'autres. Après, je pense que la Fabrique Imaginaire au départ, c'est une communauté fondée et animée par Nicolas Levif. Si quelqu'un doit annoncer quelque chose pour ce label, c'est lui qui le fera. Ok. Et c'est aussi éventuel, aussi potentiellement de travailler avec. Là, c'est une traduction d'un jeu de rôle. Il y a aussi l'idée de travailler avec des auteurs, autrices de jeux de rôle français. Bien sûr. Ouais. Il y a quand même une scène indépendante qui est ultra créative en France. C'est les premiers jeux de rôle que j'ai publiés chez Multisim, c'était de la création française. Ouais. Donc t'as envie aussi de ça, quoi. Oui, mais parce que déjà, en fait, moi je suis pas un littéraire et j'aimais le jeu de rôle. Et quand je rencontre Multisim, ces gens-là ils m'ont donné ma chance. Mais vraiment. Moi je suis conscient qu'il y a énormément de gens qui un jour ont rêvé de se dire je vais faire du jeu de rôle, je vais en vivre. Moi je suis un des rares élus. Donc je cherche à rendre la chance que j'ai eue. Là, dans cette idée aussi un peu comme on transmet le jeu de rôle, c'est quand même un média, je trouve, qui se transmet en tant que joueur, MJ, on transmet. Et t'as aussi cette idée de transmettre quelque chose que toi t'as reçu, dans ton expérience pro. Mais déjà parce que ça, c'est moi. C'est-à-dire que, tu vois, au départ, je voulais enseigner. J'ai pas enseigné, mais de tout temps, j'ai eu des élèves. Aujourd'hui, je suis intervenant dans des écoles de game design, ou de design d'ailleurs en général, sur toutes sortes de problématiques. Moi, je pense que on est une chaîne de création à travers le temps, donc il faut. Puis ensuite, franchement, qu'est-ce qui fait que je me suis peut-être intéressé à ces jeux-là quand d'autres éditeurs n'y s'y sont pas intéressés? C'est ma relation avec la jeunesse dans ces formations d'école de design. En fait, je vois à quoi ils jouent, quelles aspirations ils ont, et je vois bien que monter un perso niveau par niveau, ça les emballe pas des masses. Par contre, ils ont grandi avec les séries télé. Et ils aspirent à la fiction, à une forme d'altérité. Donc les attentes sont plus les attentes des nouveaux joueurs-joueuses sont plus exactement les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes envies. Mais c'est mieux que ça. C'est que moi, je peux te dire, parce que pour voir maintenant en plus avec les précommandes participatives, on a beaucoup d'informations sur nos acheteurs. Et je peux te dire qu'il y a des typologies de jeux, il y a des typologies de systèmes qui correspondent à des classes d'âge. Ok, je suis pas étonné en vrai. T'as du mal à trouver des acheteurs d'old school Renaissance de moins de 45 ans. Par contre, je pense que là, si j'ai pas épluché les choses, mais sur Brunel Bay, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que 95% des personnes qui ont pledgé ce projet, je ne les avais jamais vues dans toutes les bases de données auxquelles j'ai eu accès. D'accord.
Jamais. Donc, t'as des nouvelles joueuses, nouveaux joueurs. Il y a une nouvelle génération de joueurs de jeux de rôle que les joueurs de jeux de rôle qui ont mon âge ne connaissent pas, ne côtoient pas et ne voient même pas qu'ils sont là. Je crois qu'on n'a pas le droit en France de faire des stats. Alors, je sais pas si je sais que sur les. Contrairement aux États-Unis, on peut pas faire sur les races. Et je sais pas si sur le genre on peut. Mais j'aurais été assez curieuse de voir si la proportion homme-femme ou non-binaire, en tout cas, sur un jeu comme ça. J'ai l'impression qu'il... Ce que je peux te dire, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas strictement hétérosexuelles dans la création de nouvelles vagues de jeux de rôle. Je pense que le jeu de rôle, de toute façon, de tout temps, a été un espace d'émancipation. Et qui est très en avance par rapport aux jeux de société. Et qui sera toujours en avance, mais d'une manière générale, sur la société. C'est-à-dire que l'air de rien, alors c'était d'autres problématiques, d'autres sujets, parce que c'était une autre époque, mais les gens qui jouent aux jeux de rôle dans les années 70, dans les années 80, ils expriment le fait que l'avenir est à l'interactivité, à la décision collective, et en même temps à des trajectoires très individuelles. C'est un peu ils annoncent qu'on va vers une société transactionnelle, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ils ont finalement 50 ans d'avance, quoi. Je peux pas exploiter toutes les bases de données auxquelles j'ai eu accès au cours de ma carrière, mais il n'en est quand même pas moins vrai qu'à chaque fois dans ma carrière, j'ai sorti des stats de toutes les bases de données auxquelles j'ai eu accès, donc j'ai un savoir-faire professionnel. Il est évident que sur Brindlewood Bay, j'ai un public qui a moins de 40 ans. Et c'est indiscutable. Et que sur Force the Story, j'ai beaucoup de gens qui ont moins de 30 ans. Ouais. Et je pense que ces gens-là, ils peuvent être amenés à jouer ensemble. Mais peut-être pas tout de suite. Ils sont pas entrés par la même porte. Ouais. Voilà. Moi, je sais que For the Story, tu vois, c'est un jeu que j'ai fait jouer au club de jeux du collège. Et c'est le jeu plébiscité. Hein. Ouais. Et moi, on me fait même intervenir pour faire écrire des For the Story à des élèves. Oui. Moi, je leur avais dit dans un projet il y a beaucoup de For the Story fan-made, on en trouve plein. Je leur avais dit, voilà, un super projet de toute façon, projet là au côté un peu plus sérieux, mais c'est un super projet parce que tu peux faire prof de français, prof de l'art plastique. Tu peux prendre plein de disciplines en même temps et faire un super projet. Mais moi, sur For the Story, passer For the Queen, qui existait déjà chez un éditeur de jeux de rôle, comment je trouve les jeux en allant sur la communauté de jeux amateurs. Bien sûr. Ouais. Et en fait, moi, ils sont pas amateurs au sens où les gens qui les font ne les font pas sérieusement. Ils sont amateurs au sens où ils sont pas produits. Oui, ils sont pas professionnels. Voilà, c'est pas leur. Donc, ils le font pas pour des raisons professionnelles. Voilà. Ils le font. Donc, Nicolas, il avait plusieurs jeux. On en a publié plusieurs. Mais Nicolas Carac a fait Audimat, je l'ai rencontré comme ça. Les personnes qui ont fait Alibi, je les ai rencontrées comme ça. Là, on est sur un For the Story. Sur les roadies d'un groupe de rock. Je pense que c'est un format qui donne cette envie de s'en emparer, en fait, de l'utiliser. Il y a des types de jeux comme ça qui donnent très envie, un peu comme les Unmatch. Je sais pas si tu vois le jeu, voilà. Unmatch, il y a un nombre de decks fan-made absolument hallucinant sur tout et tout. Et je pense que s'il y a des jeux qui arrivent à susciter cette envie de se dire, on a envie de le personnaliser, pour en faire un truc à nous, parce que probablement c'est un jeu qui est tellement universel, qui a une telle universalité de base, que tout le monde peut avoir envie de se l'approprier et avec aussi des mécaniques assez simples, en fait. Donc, après, c'est la qualité de l'écriture, elle va être plus ou moins variée, bien sûr, mais je pense que c'est l'universalité de base et la simplicité qui fait que n'importe qui peut avoir envie de le réutiliser. Oui, c'est sûr. Mais il y a une chose aussi qu'il ne faut pas sous-estimer, je pense, et qui est liée à ce qu'on disait auparavant, c'est-à-dire sur les classes d'âge. C'est quelque chose qu'on pressentait très très fort déjà à l'époque de Multisim, et là pour le coup, que ce soit Stéphane Martin d'un côté ou Frédéric Veil de l'autre, c'était quelque chose qu'il défendait. C'est l'idée que le 21e siècle serait un siècle d'interacteurs. C'est-à-dire qu'on voyait, parce que nous on a vu arriver des moyens de production et une accessibilité à des moyens de production que les générations d'avant n'avaient pas. InDesign, Photoshop... Imprimante 3D, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui par soi-même. Et ça va crescendo. Je pense que quand on a grandi avec l'interactivité que propose l'Internet, on a été à l'école des créateurs très très jeune en fait. Ok, ouais. Et le do-it-yourself est culturellement très 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 inscrit en fait. Donc il va y avoir de plus en plus de gens qui vont avoir envie de s'approprier les jeux. La question qui se pose, c'est est-ce qu'ils ont les moyens de le faire ? Et je pense qu'effectivement, sur For the Story,
finalement, c'est que du papier. Donc c'est facile, tu vois. Mais l'imprimante 3D que tu mentionnais, elle est là, elle va devenir de plus en plus abordable, elle va se généraliser. Je suis pas sûr que les jeux avec figurines aient l'avenir que l'on envisage aujourd'hui. Parce que je pense que très vite, il va y avoir des Kickstarter juste de jeux de société qu'en fichier STL, et que les gens vont fabriquer eux-mêmes, qui vont customiser les pièces. Je pense qu'il va y avoir de la création, y compris sur des formats où aujourd'hui on se dit non, c'est pas possible, parce qu'il y a des contraintes industrielles. Mais ces contraintes, elles vont peu à peu pas disparaître, mais elles pourront être contournées. Bah oui, on voit bien. Enfin, de toute façon, à partir du moment où une technologie se démocratise, le coût d'accessibilité il descend. Donc après, ce qui peut faire la différence, c'est qu'effectivement, sur les matériaux, maintenant, il y a des problématiques environnementales, on est de plus en plus sensible. On sait que les barèmes d'éco-contribution qui sont en place, ils sont pas assez forts, donc ils vont augmenter. Donc c'est peut-être ça qui va empêcher des créateurs d'avoir du do-it-yourself sur certains jeux un peu sophistiqués en matériel. Mais dans les faits, je pense que toutes les personnes qui ont grandi en interactivité grâce à l'Internet ne va pas se satisfaire que de propositions de consommateurs. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut anticiper quand on est pro. Parce que moi, j'ai aussi l'impression que j'aime pas dire les gens, mais les joueurs-joueuses, j'ai le sentiment qu'on a aussi cette envie de l'expérience, en fait. Que l'expérience, enfin, ce qu'on est passé, on a accepté qu'il y ait des jeux ne soient jouables qu'une fois, en fait, beaucoup plus qu'à une époque. En tout cas, c'est beaucoup moins remis en question, malgré les problématiques environnementales, on pourrait dire c'est gaspillage, etc. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est avant tout vivre une expérience, même si on joue qu'une seule fois à un jeu, on veut que l'expérience, elle soit au rendez-vous, comme on veut faire un escape game ou une murder party. Enfin, qu'on est beaucoup plus dans cette idée-là que ce soit un moment unique et très fort, du coup. Et ça, j'ai l'impression que on voit bien qu'il y a des jeux qui essaient toujours de repousser les limites, en fait, dans ce qu'on peut... le Legacy, typiquement, enfin, les Time Stories, ou tous ces jeux-là, les escape games en jeu, c'est des choses qui sont à creuser, quoi. Après, ça ne sera pas tout le monde, parce que, je pense que nous, et puis les personnes que tu reçois, on est des utilisateurs passionnés au-delà du raisonnable. Ouais. Faut discuter avec les magasins pour voir qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'on leur demande. Ce ne sera pas forcément cette exigence-là qui sera majoritairement représentée, mais oui, je pense que les gens qui aiment les jeux où il y a de la complexité, en fait, c'est-à-dire qui aiment bien manager la complexité. Pas forcément compliqué, mais vraiment, il y a des multifactoriels, plusieurs supports, ou le fait de se dire, tiens, si j'ai des personnages, c'est bien qu'ils soient en 3D, puis si j'ai telles fonctionnalités, c'est bien que ce soit sur carte. Ces gens-là, c'est des créateurs. Enfin, certains vont s'en emparer. Après, est-ce que tous peuvent devenir des produits ? J'ai envie de dire ça, c'est la distribution qui va décider. Oui, mais la distribution elle a beaucoup de pouvoir. Moi, si on me branche là-dessus, je vais encore me faire téléphoner par pas mal de personnes qui vont me prendre la tête. Mais moi, je fais un constat simple. Ça fait, on va dire 30-40 ans que le jeu de société se développe dans le monde entier. Les acteurs économiques qui ont grandi à la même vitesse que le marché, c'est les distributeurs. Les acteurs économiques qui ont grandi plus vite que le marché, c'est les distributeurs. Les magasins que je côtoyais quand j'étais enfant, ils sont toujours à la même adresse, ils ont toujours les mêmes mètres carrés, alors que le marché a grossi. Pour moi, ça, on pourrait se dire, les magasins sont mal gérés. J'ai du mal à croire, tous les magasins des pays où on vend des jeux de société sont mal gérés. Donc je pense qu'il y a un problème sur la répartition de la valeur. Aujourd'hui, il y a aussi la Fnac ou Cultura les GSS qui... Moi, je pense j'espère que Cultura et la Fnac vont développer le jeu de société à très très grande vitesse et encore plus fort encore. Parce que ça va obliger les magasins de centre-ville à se reposer la question de quel est leur rôle dans la chaîne de valeur. Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, un magasin de centre-ville qui se prétend ludothécaire, sa vocation, c'est de continuer à achalander massivement Skyjo? Est-ce qu'il le fait pour le Scrabble et le Monopoly? Ou est-ce que sa vocation, c'est de se dire, les gens qui viennent chez moi, oui, ça peut être le tout venant qui cherche un jeu pour les fêtes de fin d'année, et à ce moment-là, de manière saisonnière, des jeux qui deviennent les classiques, les avoir. Il ne s'agit de pas les avoir, mais se poser la question de savoir quelle part de mon financement d'achalandage ça prend pour satisfaire toutes les personnes que le jeu, ça intéresse régulièrement, pour que l'offre, elle soit garantie. Je suis toujours frappé de voir... Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorties. Je ne dis pas que gérant de magasin, c'est facile. Ce que je dis, c'est que peut-être que... Allez, prenez 2 Skyjo de moins, 2 Double de moins,
Prenez un ou deux exemplaires des jeux de la sélection de l'As d'Or et du Spiel de moins et utilisez ce budget pour achalander des boîtes que vous ne mettez pas. C'est vrai, il y a le risque qu'il reste longtemps sur l'étagère. Oui, parce que c'est ça, c'est pas comme en librairie, c'est pas du dépôt-vente, c'est de l'achat ferme. Donc c'est eux qui portent le risque. Moi j'étais là pendant j'étais tout débutant, j'étais jeune stagiaire quand les réunions de Passion Jeux de rôle ont eu lieu et que s'est créé le modèle économique, la chaîne de valeur qui est en place aujourd'hui. Je suis sorti de la réunion, quelqu'un m'a dit ça ne profitera qu'aux distributeurs. C'était il y a 30 ans. Et c'est qui vrai. a été racheté par des grands groupes, qui a déménagé ses locaux, qui possède des forces de frappe, la capacité de se diversifier, qui a pu augmenter les rémunérations de ses collaborateurs, qui a pu s'agrandir. Voilà, c'est tout. Je prends un exemple qui peut parler à beaucoup de gens, je pense, alors que pourtant je ne suis pas concerné. La cigarette électronique qui arrive, on voit des points de vente émerger partout. On voit des points de vente s'agrandir. Après, on les voit changer de rayon, etc. On voit pas ça dans le jeu de société. Qu'est-ce qui se passe ? Quand tout le monde se met au bricolage, Leroy Merlin se développe, et d'autres chaînes. Quand le sport devient en vigueur, on voit des chaînes ouvrir, des magasins s'agrandir. Comment ça se fait que, alors que le jeu de société se développe et qu'il y a une croissance aussi forte, au point qu'il y a des valorisations qui sont 7 chiffres, peut-être même davantage aujourd'hui, l'exploitant de quartier, qui est la porte d'entrée de cette boucle économique, lui, il est toujours à la même adresse depuis 40 ans. Il a toujours le même salaire, il a toujours les mêmes difficultés à pérenniser un emploi, et il a toujours des difficultés à faire en sorte que la nouvelle recrue ait un temps plein. Il y a quelque chose qui cloche. Je n'ai pas la réponse. Hein. Je dis juste qu'il y a un truc qui cloche. Je ne suis pas sûr que le modèle du livre doit être dupliqué. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un problème sur la chaîne de valeur. Mais il y en a d'autres. Hein. Aujourd'hui, il faut dire la vérité aux gens. Quand vous achetez un livre, le coût de revient du livre, c'est entre 9 et 11% du prix public hors taxe. Donc un produit qui a une TVA à 5,5. Okay, donc dites-vous que tous les acteurs de la chaîne mangent sur x10 par rapport à ce que ça a coûté à fabriquer. Le jeu de société, on est plutôt entre 16 et 21 et le produit est TTC. Donc il y a 15 points de TVA en plus. Est-ce que vous croyez vraiment que quand vous achetez un jeu à 60 €, sa valeur par rapport à ce qu'est l'économie réelle de n'importe quel autre secteur d'activité, c'est 60 €? C'est pas vrai. Si on fait le même ratio et qu'on ajoute la TVA, aujourd'hui, tout est 20% moins cher que ce que ça devrait être, minimum. Donc tu dis que les jeux sont pas assez chers? Non, ils sont pas assez chers par rapport à ce qu'ils coûtent à produire et ce qu'est la réalité économique de tous les acteurs de la chaîne. Et je suis pas en train de dire que c'est pas cher. Oui, je suis en train de dire que si on interroge la chaîne de valeur et qu'on se dit il faudrait que tout le monde bénéficie de la croissance. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que c'est une discussion que j'ai déjà eue sur le fait que peut-être qu'il vaudrait mieux avoir des jeux plus chers. Après, bien évidemment, en mettant hors de propos le niveau de vie des gens, qui est sans prendre sans prendre cette variable en considération, mais qui est effectivement aujourd'hui les jeux devraient être vendus plus cher en fait, et qu'il n'y a pas de quoi il n'y a pas forcément de quoi se féliciter. C'est pas forcément tous les jeux, parce que tu vois, par exemple, je pense que sur des jeux de cartes, on y est quoi. Voilà, oui, mais qu'en fait, sur d'autres types de jeux, il n'y a pas de quoi se féliciter de tirer les prix vers le bas, parce que quand tu le fais, en réalité, ceux que tu ne payes pas, ceux à qui tu tires le revenu, c'est toujours les mêmes, en fait, et c'est pas ceux qui sont les mieux lotis au départ. Ouais. Et que, en réalité, c'est le distributeur, lui, ça ne changera rien, mais que ça va être sur les auteurs, aussi potentiellement sur l'éditeur, et probablement aussi pour celui qui vend. Ah oui, non, mais puis c'est des conséquences en cascade. C'est-à-dire que c'est aussi tous ces jeux qui ne sont pas achalandés, c'est des jeux qui ne sont pas transportés. Donc ça pèse aussi sur des métiers qui ne sont pas directement connectés au jeu. Je pense qu'il y a des tas d'autres sociétés de transport qui seraient ravis de livrer davantage de cartons dans les magasins. Parce que ça ferait aussi de l'activité pour eux. C'est-à-dire, tout ça, c'est les emplois. C'est de poser la question de la responsabilité économique et sociale de l'activité. Aujourd'hui, il y a cette question-là, elle ne se pose pas assez, en fait. Elle se pose à l'intérieur de chaque entreprise, mais il n'y a pas une vraie discussion de tous les acteurs de la chaîne pour repenser le modèle, pour lisser les choses et arriver à quelque chose qui soit mature, en fait. C'est tout. Maintenant, c'est pas non plus... faut pas se méprendre. Je dis pas qu'il y a... une malveillance ou qu'il y a des gens qui sont rusés. C'est pas du tout ça. On est sur un secteur qui est quand même extrêmement jeune, donc c'est pas étonnant qu'il y a des comme ça, ce qu'on pourrait qualifier de dysfonctionnement sur la chaîne de valeur. Ça va se réguler d'une manière ou d'une autre. Et puis après, peut-être aussi que tous les jeux n'ont pas à aller en magasin. Ça, c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que moi, je comprends que, compte tenu de ce qu'est le pouvoir d'achat,
Est-ce qu'un jeu à 90 € a sa place en magasin ? Peut-être pas. Peut-être que c'est très bien qu'il soit juste sur Kickstarter. Voilà, enfin... Maintenant, ça pose d'autres types de questions. Quand moi, ça veut dire revoir aussi tout le modèle, effectivement. Et ce qui est jamais évident de repenser... Je pense qu'on est très nombreux à avoir besoin d'une voiture pour aller travailler. Pour autant, on ne roule pas tous en Porsche. Donc voilà, c'est tout. On peut tous apprécier de faire une activité sportive. On ne va pas tous aller s'inscrire... dans un club où il y a d'énormes moyens, parce que la licence est trop chère. Enfin, voilà, je pense que c'est un sujet vraiment très, 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 très complexe. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un constat, c'est que, certes, la distribution s'est structurée et elle a permis l'essor de l'activité, c'est indéniable. Il ne s'agit pas de considérer qu'ils n'ont pas fait ce travail. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que je pense que les magasins sont mal lotis. Et que je pense que il y a un sujet sur la chaîne de valeur. Mais c'est pas forcément les marges, parce que je pense qu'il y a une réflexion à avoir aussi sur le service. C'est-à-dire que moi, je suis toujours frappé pour avoir travaillé dans différents secteurs d'activité économique quand je faisais des jeux sérieux, où je suis amené, quand je fais un jeu sérieux de recrutement, je suis amené à faire un vie ma vie. Donc, c'est-à-dire que tu vois, par exemple, on m'envoie passer quelques jours dans chaque fonction de l'entreprise. Donc, quand je fais un jeu sérieux pour L'Oréal, tu vois, j'ai été vendre des shampoings à des professionnels, à des supermarchés, à des petits détaillants, quelques jours, puis après, j'ai été faire autre chose dans l'entreprise. J'ai vu des diversités de propositions de services adaptées au point de vente que je ne trouve pas dans le jeu. Quand tu es dans le livre, t'es libraire. T'es dans une ville où tu ne peux pas arriver à faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. T'as pas affaire aux mêmes commerciaux que quand tu es dans une ville où tu peux faire plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas les mêmes vendeurs que tu vois, c'est pas les mêmes conditions de refacturation, c'est pas les mêmes conditions de retour. Et tout le monde te dira, mais dans le livre, on nous impose ce qui est mis en rayon. Non, c'est pas vrai, c'est un choix que tu as fait. L'offre est pléthorique, tu peux choisir de dire, le distributeur choisit pour moi. Mais tu peux aussi t'emmerder à faire ton marché. Et c'est pas parce que tu as choisi le package de la distribution que tu peux pas non plus faire ton marché. Ça, c'est des services. C'est des choses qui permettent de créer des respirations, de permettre au point de vente d'avoir une visibilité, une vision, de s'organiser, de pas être au mois le mois, un peu comme ça. Enfin, voilà. Mais en même temps, il y a des efforts qui ont été faits par la distribution. Maintenant, il y a des séminaires régionaux régulièrement. Il y a plus de commerciaux terrain. Il y a des gens qui ont innové là-dessus. Enfin, je pense que BlackRock a changé la façon de voir la relation B2B. Gigamic l'a fait aussi de son côté. Enfin, d'une manière générale, les sociétés à qui le groupe achète, ils ont une autre culture de la relation client. Ça, c'est indéniable. Je ne sais pas que c'est la meilleure, c'est juste qu'elle est différente. Donc ça a permis ça aussi, ces acquisitions, ces valorisations. C'est d'avoir d'autres cultures d'entreprise de la vente qui s'installent. Mais je pense qu'il y a des choses à inventer parce que le jeu de société a ses propres spécificités. Oui, qu'il faut en tenir compte. Qu'il faut les travailler, qu'il faut en tenir compte. Okay. Moi, qu'est-ce qui a fait qu'au moment, indépendamment de l'aide que m'a apporté Gigamic, au moment de la reprise, qu'est-ce qui fait que je reste chez Gigamic, quels que soient les produits que je fais, y compris le jeu de rôle, alors qu'il y aurait sans doute des gens mieux placés? C'est parce que je suis considéré quand je dis que je ne vais pas déstocker facilement et je n'ai pas de difficulté à me dire qu'un produit a besoin de 2 ou 3 ans pour s'écouler. Que maintenant, on va discuter de comment on partage les frais de stockage, comment on articule les choses. Je suis confiant que, compte tenu que je suis un petit chiffre d'affaires, s'ils stockent beaucoup, il y a quelque chose qui est déloyal par rapport à leurs autres clients, donc je dois en prendre ma part, on en discute, donc j'écoute les recommandations qu'ils me font. Si je veux faire un peu plus, je les prends de mon côté, je les stocke ailleurs. Parce que je suis dans une logique à long terme. Parce que je sais que mes produits marchent par le bouche à oreille, que je suis dans une logique à long terme. Si j'avais un Skyjo, je ne ferais pas ça. Donc, tout ça, c'est à mettre sur la table, à regarder, à voir. Et on a tous notre rôle à jouer. Je pense que les magasins, aujourd'hui, ils sont pas assez considérés dans la diversité de l'offre qu'ils ont à proposer. Et c'est pas seulement la diversité des distributeurs. Je pense que la personne qui vient acheter un jeu de pli, la personne qui vient acheter un jeu de stratégie, la personne qui vient acheter un jeu d'ambiance, tout ça, c'est des joueurs. Ils sont contents de se côtoyer, ils sont contents de jouer au jeu des uns et des autres. Ouais. Il n'en est quand même pas moins vrai qu'en termes de consommation et de ce que ça coûte à fabriquer ces produits, c'est pas la même chose. Et c'est pas pris en compte. Pas assez pris en compte, je pense. Ok. Bon, on a fait un bon tour d'horizon. Je pense qu'on finit sur une note très business. Oui, peut-être parce que je suis du côté entreprise. Mais oui, parce que tu as aussi cette vision du livre. Tu as eu aussi cette vision du livre. Tu as plusieurs activités, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc aussi ce que je te disais, les jeux sérieux. Ouais. Moi, j'ai vu d'autres secteurs d'activité vendre des trucs. Voilà, donc, c'est ça. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. Bon. J'ai pas la réponse, mais il y a un truc qui cloche.
Écoute, je te remercie beaucoup, Sébastien, pour cette discussion. Merci à toi de l'invitation. C'était cool. Et puis, Brindlewood Bear, tu sais que c'est un peu mon jeu de cœur. C'est Brindlewood Bear, c'est incroyable. Voilà. Donc, nous, on était ultra heureuses avec mon groupe. Non, mais en fait, juste pour finir là-dessus, je te prends encore 5 minutes. Parce que quand on dit 650%, en fait, c'est sur l'argent qu'on a demandé au départ. Et je vous l'ai dit, ce qu'on a demandé au départ, c'est pour rendre l'histoire possible. Le chiffre qu'il faut regarder, c'est le nombre de souscripteurs. Ouais. Je vous le donne pas. Allez regarder. J'irai regarder. Comparez-le avec d'autres souscriptions qu'on a eu en ce moment. Demandez-vous combien il y a de jeux de rôle qui ont fait autant de clics en si peu de temps. Je pense qu'il se passe quelque chose. Il y a une aspiration du public qui est différente aujourd'hui. Merci encore. Et puis on remercie les auditeurs et auditrices. Ouais, merci à vous. À bientôt. Salut. Cette interview, enregistrée le 10 novembre 2025, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara et surtout venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.